Merci d'être là. Alors je me présente, moi je suis Alain Azan, je fais partie du cabinet Taoma Partners, qui est un cabinet qui mixe deux types de professions, des avocats et des conseils en propriété industrielle. Et on a eu l'idée de créer une verticale et de réunir au sein de notre cabinet et au sein de cette verticale qui s'appelle Taoma Influence, plusieurs professionnels du droit et du chiffre autour de la question de l'influence marketing. Et donc on a réuni une équipe d'avocats en droit de la communication, de la publicité, de la fiscalité, du droit du travail, de la propriété industrielle, mais aussi une expert comptable qui réfléchissent à ce phénomène de l'influence marketing. Et le but, c'est d'offrir une vision globale de tous les aspects que recouvre ce phénomène. Alors voilà, pour compléter cette petite page de publicité maison, je voulais aussi vous dire que nous, dans notre cabinet, ce qu'on a découvert, c'est que c'est très enrichissant de se rapprocher d'autres professionnels. Et donc, on a créé ce qu'on appelle chez nous les regards croisés. Et c'est aujourd'hui le deuxième petit déjeuner regards croisés en réel. On avait lancé ça une première fois juste avant le confinement, ici même, à propos du RGPD et de la communication de crise. Et puis on a été un peu stoppé dans notre élan, mais on est très content de pouvoir recommencer aujourd'hui avec vous en réel. Et donc l'idée, c'est de faire se rencontrer des juristes et des professionnels d'autres métiers pour mettre en avant nos complémentarités et nos actions. Donc on est très fiers de se retrouver aujourd'hui, et l'idée, donc, ça va être d'évoquer ensemble, sous le format d'une discussion assez informelle, on va faire ça sous la forme d'un débat, cette thématique de la maturation d'un phénomène qui commence à prendre une ampleur considérable dans le monde. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, et je vais d'ailleurs vous en donner aucun. Vous avez tous pris conscience de l'ampleur du phénomène de l'influence marketing. C'est quelque chose qui grandit, mais qui grandit sans réel cadre, sans cadre, et à tout le moins dans un contexte un peu parfois empirique. Je suis sûr que chacun a un peu une expérience à nous raconter sur la manière dont des situations contractuelles se sont liées. Alors, je vous présente nos invités. D'abord, Émilie Cabanier, qui est Head of Influence de l'agence Socialize, qui est l'agence social média du groupe Havas. Julie Marx, qui est Head of Sales de Rich Influence Cloud, donc c'est l'agence Rich, et qui a la gentillesse de remplacer au pied levé Yannick Ponce. Ce n'est pas sur cette photo, vous en êtes rendu compte, Julie Marx. Yannick Ponce qui a été empêché. Et puis Mohamed Mansouri, qui est directeur délégué de la RPP, je précise pour ceux qui ne savent pas encore, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Donc, peut-être une petite introduction rapidement sur l'influence marketing. Quand on parle d'influence marketing, on parle d'un phénomène qui est à la fois ancien et nouveau. Ancien parce que, en tout cas nous juristes, mais les non-juristes le savent aussi, on parle de quelque chose qui est très proche de notions qu'on connaît déjà depuis longtemps. Le contrat d'égérie, c'est quelque chose qu'on connaît. Le sponsoring, c'est assez proche finalement de l'influence marketing. Le contrat de red carpet, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à de l'influence marketing. Donc on n'a pas révolutionné les choses. Mais c'est aussi nouveau parce que parallèlement, c'est quelque chose qui s'intensifie et qui va concerner des profils de créateurs de contenu. On les appelle comme ça, les influenceurs aiment d'ailleurs se faire plutôt appeler créateurs de contenu que influenceurs. Donc c'est des profils de créateurs de contenu et des thématiques qui sont extrêmement divers. Je voudrais juste pointer quelques particularités quand même de l'influenceur. Je ne vais pas réussir à être exhaustif, mais peut-être que vous m'aiderez sur le plateau et dans la salle. D'abord, être influenceur, c'est une fonction qui est protéiforme. Entre le jeune Instagrammeur qui va mettre une image associée à un produit sur son fil d'actualité, ou un sportif qui va participer à un film publicitaire, ou à des contenus plus sophistiqués qui vont mêler à la fois de l'événementiel, de la vidéo, de la prise de parole, sur des supports qui peuvent être très variés, à la fois TikTok, Twitch, Instagram, YouTube. Donc on le sait, c'est une fonction qui peut être très multiple
et ça va rendre très difficile une définition unique de qu'est-ce qu'un influenceur. Est-ce qu'il existe même un statut unique de l'influenceur? Et je pose même la question, est-ce que c'est un vrai métier en soi? Est-ce qu'il y a un seul métier? Est-ce qu'on va pouvoir lui trouver un seul statut juridique, un seul statut social, un seul statut fiscal? On se posera la question tout à l'heure. On va essayer d'apporter des éléments de réponse. Donc ça, c'est la première particularité. Une deuxième particularité que je vois, c'est que l'influenceur, bien souvent, ce n'est pas un professionnel de la communication. C'est souvent au départ quelqu'un qui est un petit peu là par hasard et qui va ensuite se professionnaliser, d'où la question qu'on se pose aujourd'hui. Mais pourtant, il va devenir un acteur majeur dans la mise en œuvre de la prise de parole d'une marque. Il va intervenir d'ailleurs dans un contexte dans lequel, enfin un contexte et un paysage dans lesquels préexistent des règles de droit dures, ce qu'on appelle des règles de droit dures, des lois ou des règlements, mais aussi des usages ou ce qu'on appelle des règles de droit souple, des recommandations de la RPP. Et juste petite parenthèse sur ces questions-là, c'est qu'on est dans le domaine du droit de la communication et de la publicité, dans un domaine dans lequel il y a une particularité importante, c'est un droit qui s'appuie sur deux axes principaux. D'abord, il y a une présence très forte d'un tissu syndical et associatif dans lequel, depuis extrêmement longtemps, quand je dis extrêmement longtemps, c'est très souvent depuis le début du XXe siècle, les professionnels se sont organisés dans le cadre d'associations, les professionnels du secteur, mais je parle des annonceurs, des agences de communication, des régies, des supports, mais on peut allonger la liste. Ils se sont organisés en syndicats représentatifs et depuis longtemps, ce sont des syndicats qui émettent des codes de conduite, des codes de bonne conduite, des règles déontologiques, de l'autodiscipline, des contrats types. Ils créent des espaces entre eux de dialogue pour réfléchir à leurs relations. La RPP en est le meilleur exemple, mais ce n'est pas le seul. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, on est dans un domaine dans lequel, depuis les 30 dernières années, on a une inflation de textes, pour le coup, législatifs et réglementaires. Donc c'est un domaine extrêmement réglementé. Et donc je termine cette parenthèse en disant que l'influenceur qui arrive aujourd'hui, il arrive dans ce domaine et cet environnement dont il ne connaît pas les contours, il ne connaît pas les règles et les contraintes et les particularités, et il ne mesure pas les responsabilités qui découlent de tout ça. Donc c'est assez difficile d'avoir comme interlocuteur des gens qui ne connaissent pas et qui ne sont pas, il faut dire le mot, forcément des professionnels, et on s'adresse donc à des gens qui ne sont pas des professionnels dans ce domaine. Troisième et dernière particularité que je vois, qui n'est pas finalement la plus importante, mais elle est quand même, il faut quand même y penser, c'est que l'influenceur agit de façon générale à travers un réseau social. Au sein duquel il a construit, il a fédéré, il a cultivé une communauté. Et on voit bien que, d'ailleurs, l'intérêt pour les marques de cibler cette communauté précise de l'influenceur. Mais l'influenceur, lui, il a un autre intérêt aussi, c'est de rester fidèle à sa communauté et de conserver une certaine dose de liberté par rapport aux marques, et de ne pas entamer le lien qu'il a instauré avec sa communauté. Donc il y a des intérêts qui sont parfois divergents entre la marque d'un côté qui lui demande de faire des choses et puis sa communauté qu'il a intérêt à préserver. Donc voilà pour cette petite introduction. Si vous voulez la compléter, pas de problème, je suis tout à votre écoute. Ce que je vous propose, c'est que nous commencions ce débat sur la professionnalisation de l'influence marketing autour de trois axes de débat. Le premier axe sera de savoir si il faut, et si oui, comment professionnaliser le métier d'influenceur. Ensuite, on verra dans un deuxième temps le regard d'une agence média, notamment qui utilise des influenceurs, sur le besoin d'une transparence, notamment sur les agents d'influenceurs. Et puis, dans un troisième et dernier temps, on se posera la question de savoir s'il faut,
mais je pense qu'on le sait que oui. Et comment, surtout, la relation utilisateur d'influenceur doit être encadrée, doit être professionnalisée. Donc, pour commencer, si vous voulez bien, je me tourne vers Mohamed Mansouri pour aborder cette première question et lui poser la question de, finalement, quel est l'intérêt d'abord de professionnaliser ce métier d'influenceur? Qu'est-ce qu'on vise par une telle professionnalisation? Est-ce qu'on va de façon express transformer ces gens dont je viens de dire que finalement ils ne savent pas grand-chose d'un point de vue forcément juridique ou voilà. Comment on va le faire? Et en tout cas, que propose la RPP pour le faire? Merci Alain. Effectivement, s'il faut professionnaliser le métier de l'influenceur, évidemment oui, parce que c'est un secteur qui croît, qui est récent, qui croît très vite. Ça représente quand même près de 9 milliards de dollars sur une étude américaine l'an dernier, le marché dans sa globalité. Mais comme tout marché qui se structure, qui évolue, qui est jeune, il a besoin de règles pour se structurer. Et c'est tout l'objet des recommandations déontologiques adoptées au sein de la RPP. J'ai beaucoup aimé dans votre introduction le fait de mettre en perspective et revenir un peu aux origines du droit souple et l'organisation du marché en syndicat, organisation représentative. À l'origine, quand l'ancêtre de l'ARP, qui était l'Office de contrôle des annonces, a été créé en 1935, l'objectif était justement de lutter contre des annonces fallacieuses en presse pour justement jeter les bases d'une confiance et pérenniser le marché. Et bien finalement l'histoire se répète. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose qu'on attend du marketing d'influence. Vous l'avez souligné et à juste titre, ce sont pour la plupart des cas des non-professionnels de la communication. Ce sont des individus qui ont des passions, qui ont fédéré des communautés autour d'eux et qui ont besoin donc de règles. Et ces règles, elles ne sont pas forcément dans le cadre du droit positif. Elles ont besoin d'être complétées par le cadre déontologique. Et c'est précisément l'objectif des recommandations où la profession en 2017, donc les marques, les agences, les médias qui réunis à l'ARP, ont adopté une recommandation déontologique qui a posé les règles de transparence dans le cadre des relations influenceurs. Oui, effectivement, dès le début, le vrai problème qu'on a vu, c'est finalement la transparence, parce que c'est un grand souci du monde de la publicité et surtout de l'ARP. Mais c'est vrai que tous les codes de bonne conduite que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est la loyauté, la transparence, etc. Et c'est vrai que tout de suite, le phénomène a interpellé, en tout cas les juristes qui se posent des questions sur, on est en train d'utiliser des gens en faisant croire aux consommateurs qu'en réalité ils ne sont pas payés par une marque et qu'ils donnent un avis qui est désintéressé. C'est absolument le propos dans la transparence. Ce qui s'est passé à l'origine, pourquoi on a adopté cette règle, il a fallu clarifier et distinguer les situations selon qu'on était dans le cadre d'une relation presse classique ou dans le cadre d'une collaboration commerciale. Pourquoi? Parce qu'il y a eu en 2016 une série de contrôles de la répression des fraudes, de la DGCCRF, et on a une agence qui adhérente à l'ARP qui est venue nous voir en nous expliquant qu'elle faisait l'objet donc d'un contrôle de la DGCCRF, et la DGCCRF lui reprochait d'avoir organisé un événement, d'avoir invité des influenceurs en faveur d'un constructeur automobile, mais aussi des blogueurs, des journalistes, d'avoir mis à leur disposition un hashtag pour l'événement et de ne pas avoir demandé aux influenceurs, blogueurs, de mettre le hashtag sponsorisé. Et là, très justement, cette agence nous dit le souci que j'ai, c'est que je n'ai jamais rien exigé de ces influenceurs. Ils étaient libres de poster ou pas, ils étaient libres de prendre la parole, que ce soit en bien ou en mal. Dans ce cas-là, si on me demande de mettre partenariat sponsorisé dans le cadre de mes relations presse, on va tuer les relations presse qui sont aussi anciennes que la presse. Il faudrait le faire dans tous les cas. Et c'est là toute la force du dispositif. On a finalement les annonceurs, leurs représentants, les agences, leurs représentants, l'écosystème dont tu as parlé tout à l'heure, qui s'est réuni à l'ARP et en 3 réunions ont érigé des critères, des conditions objectives qui permettent de qualifier la collaboration commerciale. Cette règle est pleine de bon sens, c'est celle des engagements réciproques. Alors que de part et d'autre, il y a un engagement qui est pris, côté influenceur, créateur de contenu, de produire un contenu en échange d'une contrepartie, quelle qu'elle soit, un paiement, mais aussi ça peut être un cadeau, une invitation. Eh bien, on entre dans la collaboration commerciale et là, elle doit être dévoilée de manière explicite et instantanée. Donc c'est pas uniquement un paiement, ça peut être un cadeau, mais ce sont les engagements réciproques. C'est là toute l'agilité du système en fait, qui est venue donc compléter finalement quelque chose qui n'était pas clair dans la loi. Et c'est l'ADN même de la RPP, des bonnes pratiques, de venir éclairer, apporter des précisions, compléter le dispositif légal, parce que ne pas révéler cette intention commerciale, c'est d'abord avant tout une pratique commerciale trompeuse qui est punie par le droit pénal, dans les sanctions que vous connaissez tous.
Donc oui, c'est tout l'objet de l'art. Donc on a fait beaucoup de pédagogie autour de cette règle. Et à un moment donné, s'est posé la question de la mesure, de savoir si effectivement cette règle était respectée dans le marché, au sein du secteur. Et c'est là où la profession, réunie chez nous, a souhaité lancer l'Observatoire de l'influence responsable. Observatoire qui en est à sa V3 cette année, mais qui a complètement changé de méthode l'an dernier, puisqu'on s'adosse à des technos, à des fournisseurs de technologies, notamment avec Rich, qui est ici représenté, et aussi Tracker. Donc on a co-construit avec Rich des algorithmes. La force de plateformes comme Rich est qu'ils intègrent les API officielles des plateformes, et en co-construisant des algorithmes avec des data scientists, des scientifiques de la donnée, eh bien, on a pu analyser automatiquement les posts de ces influenceurs sur Instagram, YouTube et TikTok. Et cette année, en mettant à Twitch et Twitch et une cinquième plateforme, YouTube. Et Snapchat. Alors non, Snapchat non, on le fera manuellement parce qu'il n'y a pas d'API. Ouais. C'est Twitch et Pinterest. Non plus, ça me reviendra. On a analysé, ça nous a fait remonter donc des contenus pour lesquels il y avait fort à parier qu'il y avait une collaboration commerciale. Parce que c'est toute la difficulté, c'est de savoir s'il y a une collaboration commerciale ou si on a envoyé gratuitement des produits. Et donc, Modulo a fait son indice qui a été automatisé avec des merci à nom de la marque, j'ai été invité par tout ce wording-là. Exactement, avec bien sûr les hashtags sponsorisés, mais ce qu'on cherche à identifier, ce sont justement ceux qui ne sont pas identifiés comme tels. Et donc, si effectivement on a un influenceur qui poste, qui utilise un wording, on retrouve ce même wording au même moment auprès d'autres influenceurs, il y a fort à parier qu'il y a une action, il y a un brief qui a été communiqué par une marque, un annonceur, et donc qu'il y a une collaboration commerciale. C'est là où on s'est rendu compte que sur ces 30 000 contenus qui nous ont été remontés grâce aux technos, eh bien, on a les chiffres là, près d'un quart des communications commerciales dissimulaient leur intention commerciale. Donc, on est d'accord que c'est sûrement plus. Alors, déjà le constat est c'est pas fidèle. Non, mais je pense que certains, il y en a aussi qui vont faire un post, on a vraiment l'impression que, et finalement il a été commandité. Je pense que c'est un peu plus. Il y a de fortes chances, c'est fort probable, en tout cas parmi les contenus qu'on a analysés sur les résultats. Mais ce qui est très intéressant, c'est la slide suivante, c'est ce taux de manquement, il explose chez les petits influenceurs de moins de 10 000 abonnés. Tandis qu'il baisse à 12% chez les plus d'1 million d'abonnés. Donc les stars du web. C'est la démonstration de ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on se professionnalise quand on commence à avoir beaucoup de... Quand on est un macro-influenceur. Tout à fait. Et quand on est un petit peu amateur, on ne fait pas attention, c'est quelque chose qui passe un peu à la trappe. On est moins en contact avec les agences aussi, je pense, avec les annonceurs, donc forcément... En fait, tous influenceurs confondus, il y a 6% seulement des influenceurs qui font de l'influence en activité unique. Donc ça veut dire que je pense que chez les micro-influenceurs, la part est beaucoup plus importante. Oui. Mais même chez les macros, chez les top influenceurs, on a 6% dans sur 150 000 influenceurs français, c'est rien du tout. Oui, 150 000, c'est le nombre d'influenceurs recensés en France via les plateformes. Effectivement, alors l'enseignement qui en est tiré, en tout cas du comité de suivi, parce que cet observatoire il est piloté par la profession, on va y retrouver des marques, des agences, mais aussi des plateformes. On a Google et TikTok autour de la table. Ils ont souhaité, l'intuition en tout cas, c'est qu'il y avait un enjeu pédagogique. Effectivement, plus l'influenceur est gros, mieux il est accompagné, plus il se professionnalise et mieux il connaît les règles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres types de manquements chez les gros influenceurs, en lien avec la loyauté, en lien avec les produits. En revanche, pour les petits influenceurs, il y a un besoin de pédagogie, et c'est dans ce cadre que le certificat de l'influence responsable a été adopté, lancé par la profession, qu'on en parlera. Donc un certificat qui permet justement à la profession, aux influenceurs de se former au cadre légal, au cadre déontologique. Donc il a fallu. Donc au-delà de la question de la transparence, c'est, je ne sais pas si tu veux en parler tout de suite ou après, mais on en parlera tout à l'heure. Mais sur la transparence, je ne sais pas, peut-être que tu peux nous raconter l'anecdote de Nabila, par exemple, dont tout le monde a entendu parler, qui a pris conscience, alors que c'est pas une micro-influenceuse, mais elle s'est fait prendre la main dans le sac sur une affaire de crypto-monnaie, enfin d'influence sur un service de crypto-monnaie. Elle a été, on va dire, condamnée, puisqu'elle a eu une sanction, même si c'était par un accord amiable avec le procureur. Et elle a pris conscience qu'effectivement, ça lui a révélé que effectivement,
la transparence était quelque chose d'important quand on était influenceur. Tout à fait. Effectivement, l'été dernier, donc, elle a été condamnée une amende de 20 000 euros. Alors, ce qui est marrant, c'est dans sa prise de parole, elle appelle de ses voeux l'établissement d'un cadre légal, une réglementation claire, mais le cadre légal existe déjà. Sinon, elle n'aurait pas été condamnée. Mais c'est surtout une communication qui est voulue, qui est synchronisée avec le ministère, parce que notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a aussi pris la parole au même moment sur la nécessité d'être transparent sur les collaborations commerciales. Effectivement, comme tu disais en introduction, c'est que le vrai enjeu, et on le retrouve dans d'autres formes de communication commerciale, que ce soit le native advertising, le brand content, c'est de taire cette intention commerciale et c'est de laisser entendre qu'il s'agit d'un avis personnel, alors que ce n'est pas le cas. Donc il y a un vrai, dès lors que les formats sont pas clairs, les formats publicitaires sont pas clarifiés au moyen, par nature, en fait, il y a cette nécessité de rendre les choses explicites et instantanées. Donc rendre d'emblée univoque que c'est une collaboration commerciale, explicite, avec des termes accessibles à tous. Si on revient aux chiffres, en fait, de tout à l'heure, la première slide, c'est que là, en fait, on fait le distinguo entre les pratiques améliorables, les pratiques conformes et les pratiques non conformes. Et dans les pratiques améliorables, c'est qu'il y a un début d'identification comme le hashtag ad, qui veut dire en français publicité. On considère que ce n'est pas suffisamment explicite pour le consommateur dit d'attention moyenne, parce qu'il faut déjà, la loi tout le monde impose. L'éducation moyenne, il faut qu'il soit. Absolument, voilà. Il faut savoir ce que ça veut dire. Quand on n'est pas dans le domaine. C'est quand même pas parlant pour tout le monde. Oui, absolument. Donc, pratiques améliorables, on les qualifie comme telles. On a relancé l'observatoire cette année avec la profession. On a d'autres acteurs qui nous ont rejoints. Et on espère vraiment que le certificat, que la pédagogie faite autour de ces règles ait un effet positif et constater une baisse des manquements. Mais pour l'instant, c'est en cours. On pense communiquer dessus à la fin du semestre. Donc, voilà, dans les grandes lignes pour la transparence. Ok. Et peut-être que tu peux nous parler du certificat, parce que c'est la démarche, c'est la deuxième couche. Oui, la troisième couche. C'est ça. De la RPP. C'est très bien d'en parler aujourd'hui, parce qu'on a une actu commune avec Socialize. Juste dans les grandes lignes, le certificat, ce sont des modules d'e-learning qui permettent donc aux créateurs de contenu, aux influenceurs, de se former, de suivre une formation d'un peu plus de 2 heures, dans laquelle on va retrouver bien sûr les règles liées à la transparence, cette notion d'engagement réciproque, mais aussi d'autres règles comme une checklist à vérifier avant de tisser un partenariat sur quel est le statut du produit, est-il légal, licite d'en faire de la publicité. Les cigarettes électroniques, c'est interdit, l'alcool, c'est strictement réglementé, les produits financiers aussi. Donc une petite checklist, vérifier aussi le RCS de l'annonceur, s'il est établi en France, les mentions légales sur le site. Donc c'est la vraie pédagogie. La vraie pédagogie, c'est ça, les réflexes. Simplifier quand même. Le vrai challenge qu'on a eu, le vrai défi, c'était de rendre accessible la règle à des non-juristes et à des non-professionnels. Donc c'est un vrai exercice, c'est hyper intéressant. Mais le risque, c'est toujours de dévoyer le sens de la règle. Donc on essaie d'être le plus... on illustre beaucoup par des exemples, les do, les don'ts. Donc cette checklist, les règles de transparence, et ensuite les grands principes éthiques, comme la lutte contre le greenwashing, le respect de l'image de la personne humaine, la lutte contre les stéréotypes sexistes, décence, dignité, la protection de l'enfance, le statut de l'enfant influenceur. On parlait du statut tout à l'heure, qui a été récemment clarifié, on en parlera tout à l'heure. Et ensuite des règles sectorielles sur les produits cosmétiques, ce qu'il faut savoir, sur l'alcool, sur le CBD. On a de plus en plus de questions sur le CBD, de plus en plus de partenariats, influenceurs qui relèvent du secteur du CBD. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore comme secteur? Les jeux d'argent. Alors les jeux d'argent, c'est intéressant, c'est l'ANJ, l'Autorité nationale des jeux, dans sa dernière recommandation, incite les opérateurs agréés, bien sûr, de jeux d'argent, à solliciter le certificat auprès d'un influenceur. Donc voilà, c'est un ensemble, c'est un parcours de 2 heures. Il faut passer ensuite un examen. Vous voyez tout ça en 2 heures, parce qu'avec mes étudiants, on voit en un semestre, vous faites en 2 heures. Exactement. Ils seront bien moins bons que les étudiants. Bien sûr, mais... Donc oui, c'est 2 heures. C'est ambitieux, non? C'est très ambitieux. Beaucoup d'exemples, beaucoup de visuels. On essaie de rendre la chose un peu attractive en alternant vidéo, contenu, puis un examen. Pour lequel il faut obtenir 75% de bonnes réponses. Ensuite, ils décrochent le certificat. Ça leur donne quoi? Déjà, on les publie sur notre site. Ils ont la possibilité de valoriser. L'objectif, c'est qu'ils se différencient à la fois auprès de leurs audiences, mais aussi auprès des marques qui, de plus en plus, ont
le souci de coopérer avec des influenceurs qui ont été sensibilisés aux règles de transparence, aux règles de lutte contre les stéréotypes sexistes dans le cadre de la recommandation image et respect de la personne. Donc il y va aussi, au-delà des aspects brand safety pour la marque, de ses engagements RSE aussi. De privilégier des collaborations avec des influenceurs qui ont été formés à la lutte contre le greenwashing, à l'éco-blanchiment. Donc il y a un enjeu à la fois pour les marques, il y a un enjeu bien sûr pour les influenceurs et pour tous les acteurs de la chaîne de valeur, et les agences aussi ont leur rôle à jouer, et on se réjouit d'un partenariat qu'on a noué avec Socialize. J'imagine que tu en parleras tout à l'heure. Donc voilà, chaque acteur a un rôle à jouer, les plateformes aussi. TikTok a produit un module vidéo sur les outils de transparence mis à disposition par la plateforme. C'est très avancé TikTok, je trouve, sur ces sujets. Alors que c'est un acteur plus récent que les autres, mais ils sont vraiment... Ils ont un vrai... Le souci de la transparence, du respect des audiences est intégré presque nativement chez eux. Après, ils ont l'avantage de profiter de l'expérience des autres. Donc d'emblée, ils peuvent... agglomérer. Donc voilà, pour le certificat, on a des marques qui l'ont imposé. On a Club Med qui est ici représenté, que je salue, et qui impose le certificat à ses influenceurs avant tout partenariat, et d'autres marques aussi qui s'y mettent, donc du secteur des cosmétiques. Donc voilà, on espère vraiment que c'est un effet bénéfique. On l'a présenté aux autorités, on l'a présenté à l'ARCOM, anciennement le CSA, on l'a présenté à l'ANJ, à l'AMF, avec lesquels on a toutes ces autorités des conventions de partenariat, à la DGCCRF, et tous reconnaissent le caractère, le fait qu'il y a un salutaire, c'est une vraie initiative intéressante. Et la profession, l'interprofession des acteurs de la communication publicitaire qu'il faut valoriser auprès de tous les publics. Alors justement, ce genre de démarche que font toutes ces structures syndicales dont je parlais, et dont vous êtes la plus représentative, ça a souvent eu pour objectif de dire aux législateurs, écoutez, on a fait le ménage chez nous et on le fait bien, on a émis des règles donc de droit souple, les choses se passent bien, c'est pas la peine de venir avec une loi et de nous imposer quelque chose. Est-ce qu'on peut imaginer qu'avec une initiative comme ça, ça va peut-être détourner le législateur d'imposer un statut légal de l'influenceur, un truc qui serait un peu une case carrée dans laquelle il faudrait mettre, et ce serait compliqué je pense, toutes les difficultés de ce que peut être un influenceur. Donc, est-ce qu'il y a, à ton avis, un sens à créer un statut légal de l'influenceur, du métier d'influenceur? Très honnêtement, je ne pense pas que ça empêche l'adoption d'un tel cadre, puisque là reste vraiment sur une politique liée au contenu de la publicité, de l'expression publicitaire, de la loyauté vis-à-vis des audiences. Toutes les questions liées au statut, questions contractuelles, questions fiscales, sont des sujets qui sont certes à la périphérie de nos enjeux, mais au contraire, typiquement pour le statut de l'enfant influenceur, le fait qu'il ait été au cadre de la loi Studer, qu'il y ait cette extension du régime applicable aux enfants mannequins, du spectacle, eh bien, c'est une bonne chose. On a besoin de clarifier les statuts. C'est bien que le législateur, effectivement, ait ses initiatives et encadre et clarifie les choses. C'est un cadre à l'intérieur duquel, eh bien, on pourra exercer de manière plus sûre, de manière plus claire, plus transparente, la communication commerciale au travers de l'influence. Mais on est sur des domaines qui sont complémentaires. Les règles déontologiques sont complémentaires aussi de la loi. Et sur le sujet du statut, c'est presque quelque chose qu'on appellerait de nos voeux, en fait. Dans la formation du certificat, il y a aussi probablement une sensibilisation au fait d'être auto-entrepreneur quand on est influenceur, en tout cas d'avoir un statut juridique. Alors, même pas. Justement, on pourrait le faire, mais on s'interdit de le faire parce qu'on est sur des sujets qui dépassent l'objet social de l'argent. On est vraiment, nous, sur le contenu. Les autres organisations de l'écosystème, que ce soit la SCC, l'Union des marques, ont vraiment au cœur de leur préoccupation ces sujets-là. Et donc, il y a effectivement des bonnes pratiques qui sont adoptées sous ces sphères, en fait. Mais vraiment, nous, à l'ARP, on se restreint, et c'est déjà pas mal, au contenu. En 2 heures, c'est déjà ça. Mais il y a un besoin, c'est évident. Ah oui, les influenceurs qui ne sont pas auto-entrepreneurs, c'est vrai que si je prends l'expérience de Rich, nous on a toujours pris le parti de travailler uniquement avec des influenceurs auto-entrepreneurs, rien que pour des questions de facturation, des questions légales. Donc c'est un sujet connexe. Oui, et
Alors Julie, tu me donnes sur un plateau une transition que je voulais faire, parce que je voulais donner la parole dans la salle à Stéphanie Maury, qui fait partie de l'équipe de Taoma Influence, qui est notre spécialiste avocate en droit de la fiscalité. Et sur ces questions-là, justement, je voulais lui poser la question de la professionnalisation d'un influenceur. Ça passe aussi, alors effectivement, par sa prise de conscience de son cadre juridique, légal, etc., mais aussi de sa structuration. Peut-être rapidement, est-ce que tu peux nous dire comment un influenceur de l'influenceur de, je sais pas, peu importe son âge, mais qui fait ça dans sa cuisine, à celui qui commence à avoir de l'activité, comment il peut se structurer pour devenir un partenaire de choix face à des agences de social media. Bonjour à tous. Donc la question de la professionnalisation, effectivement, déborde sur deux problématiques qui sont celles des cotisations sociales, de la protection sociale, et celle du statut fiscal. Parce que réaliser une activité, vous l'avez défini ce matin, c'est une activité professionnelle. Et donc en France, pour les personnes qui sont domiciliées en France, eh bien l'intérêt est d'avoir effectivement une protection sociale qui implique de payer des cotisations sociales et également de payer des impôts sur une activité qui est réalisée. Donc, pour constituer une activité, je dirais que l'influenceur est traité exactement comme les autres entrepreneurs français. La difficulté est de savoir essentiellement s'ils relèvent de régimes qui sont préexistants, notamment le régime des auteurs, des artistes-auteurs, qui est un régime de protection sociale spécifique. S'ils rentrent dans ce cadre, ils doivent donc respecter, on va dire, le code de la sécurité sociale. Et dans ce cas-là, les implications sont plutôt pour celui qui verse des rémunérations à cet influenceur qui relèverait du cadre de l'artiste-auteur. Pour le reste, eh bien, je dirais que toutes les modalités de constitution d'entreprise sont possibles au moment où ils n'entreraient pas dans ce cadre de protection des artistes-auteurs, c'est-à-dire création d'une entreprise, d'une activité réalisée à titre personnel, donc création d'une micro-entreprise avec un choix de régime de protection sociale de type micro-entrepreneur ou micro-entreprise d'un point de vue fiscal. Ensuite, une activité toujours déployée à titre personnel, mais non dans un cadre micro, mais dans un cadre réel, c'est-à-dire avec une comptabilité, une exigence de comptabilité. On a vu ça rapidement du micro, souvent. Et en fait, le régime micro est surtout plafonné par des problématiques de seuil, en fait. Et puis, après, il y a une problématique de TVA, c'est-à-dire que dans le régime micro, très souvent, on ne peut pas déduire la TVA. Donc, il y a un véritable intérêt pour les influenceurs qui réalisent des dépenses dans le cadre de leur activité de pouvoir déduire la TVA. Et enfin, le stade encore plus professionnel qui peut avoir aussi une incidence en termes de revenus pour le paiement de l'imposition, qui est la constitution de société. En tout état de cause, et vous l'avez tout à fait rappelé, il est impératif pour les entreprises et pour les agences qui souhaitent faire appel, les marques qui souhaitent faire appel à des influenceurs, de vérifier si ces personnes ont bien déclaré, professionnalisé leur activité, notamment par la vérification d'un extrait cabis pour les sociétés. À défaut d'extrait cabis, de demander au moins un quitus sur ça pour s'assurer que la personne a bien un numéro SIRET et paye ses cotisations sociales. À défaut de régime des artistes-auteurs, penser à une requalification, en tout cas en contrat de travail, pour se conformer aux obligations légales en termes de code du travail et de ne pas se prendre de risques en regard du paiement des cotisations sociales. Éviter le risque. URSSAF. Merci beaucoup Stéphanie. Sauf que tu as quelque chose à rajouter sur cette première partie, sur la professionnalisation. Je pense qu'on peut passer à la deuxième partie. Ouais, on peut y revenir. Est-ce que vous avez des questions dans la salle sur la question de la professionnalisation du métier d'influenceur ou des remarques ou des expériences à partager, effectivement, comme non. Alors, sur la deuxième partie, avec Émilie, je voulais qu'on ait effectivement le regard d'une agence média qui utilise des influenceurs. D'abord sur ce certificat créé par la RPP qui est tout à fait utile. J'imagine, j'ai entendu que le Club Med n'allait passer que par
des influenceurs certifiés. Est-ce que c'est un peu quelque chose que vous avez décidé de faire ou pas, ou c'est une sorte de priorité? Vous allez nous dire ça. Puis après, on pourra peut-être discuter ensemble de la question des agents d'influenceurs, parce que là, on est dans un certain flou artistique, si je puis dire. Donc, d'abord sur la question du certificat. Pardon. C'est vrai que ce certificat, quand on l'a découvert, on s'est dit c'est dommage que tout le monde ne soit pas plus au courant et tout le monde ne l'utilise pas davantage. Pour moi, l'enjeu il est collectif. C'est vraiment si toutes les parties prenantes s'engagent, c'est comme ça que ça va changer, que le milieu et le marketing d'influence va se professionnaliser davantage et être encore plus transparent. Donc nous, c'était un enjeu au niveau du groupe Havas, un réel enjeu, et on a voulu aller plus loin. Donc on a fait un partenariat avec la RPP et on a décidé d'offrir cette année 100 certificats, en priorité, si je puis dire, aux influenceurs avec qui on collabore, mais aussi à des influenceurs qui le voudraient et qui nous écrivent. Alors on a fait l'annoncière et on reçoit énormément de demandes d'agents ou de talent managers, on en parlera tout à l'heure, qui voudraient faire certifier les talents qu'ils représentent. Donc on sent qu'il y a quand même un intérêt, et l'idée c'est de le faire connaître. C'est aussi une différenciation pour nos clients, de dire qu'on collabore avec des influenceurs qui sont certifiés. Je pense que c'est aussi un enjeu pour eux. C'est un engagement, vraiment c'est du collectif. Et donc j'espère que ça donnera des idées à d'autres agences d'emboîter le pas, à d'autres annonceurs aussi. Je trouve ça super l'initiative du Club Med de collaborer qu'avec des influenceurs qui ont ce certificat. Parce que ça rassure à la fois toutes les parties prenantes, et les parties prenantes c'est aussi les audiences. Okay. Donc c'est en ça que cet engagement nous paraissait naturel et nécessaire. Okay. Merci. Avant qu'on aborde la question des agents d'influenceurs, est-ce que vous pouvez nous décrire comment se fait le choix d'un influenceur? J'imagine qu'il y a plusieurs façons. Peut-être que vous avez, de temps en temps, vous identifiez un influenceur par rapport à une campagne. À un autre moment, vous allez dans le catalogue d'un agent d'influenceur, justement, et vous recherchez. Je sais pas, comment se passe les choses? Rarement via un catalogue, parce que c'est vrai que parfois on pense qu'on a des grilles ou des catalogues d'influenceurs, alors qu'il y a des outils comme l'outil Reach qui nous aident, mais on va plutôt réfléchir quel va être le profil le plus pertinent pour le client, pour ses objectifs, pour la campagne. Parfois on imagine une campagne autour d'un profil. Parfois, on imagine une campagne, on va chercher les profils qui vont pouvoir être pertinents. C'est vous qui faites la recherche. Donc, c'est nous qui faisons la recherche, on possède d'outils, mais après, c'est important d'aller regarder de façon organique, d'aller chercher, d'aller faire des vérifications, d'abord plutôt sur la ligne éditoriale de l'influenceur. Regarde aussi qu'il n'y ait pas de casserole, parce que malheureusement, ça arrive, et il faut faire toujours attention, parce qu'après, c'est toujours compliqué pour l'annonceur. Et après, comme le disait Stéphanie, il y a toutes les vérifications juridiques quand on a pris contact avec cette personne. Donc nous c'est comme pour Reach, on travaille qu'avec des influenceurs qui ont soit une entreprise, donc on travaille toujours avec des contrats qui sont édités par notre service juridique, et s'ils n'ont pas de statut, ils peuvent pas facturer, ils n'ont pas de numéro tiré, on leur fait un contrat de travail. Mais c'est des règles, il y a le côté créatif qui est la porte d'entrée forcément, et après on fait toutes les vérifications nécessaires pour voir si on peut vraiment contractualiser et établir vraiment ce cadre qui va nous permettre de travailler sereinement, que ce soit pour nous, pour le profil, parce que ça protège tout le monde, et pour notre client. Ok, merci. Alors sur la question du statut d'agent d'influenceur, là, je pense qu'on a une vraie source de difficulté, parce que on voit l'émergence d'une myriade d'agents d'influenceurs. Il n'y a pas vraiment de statut, il n'y a pas vraiment de cadre. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des agents d'influenceurs. Maintenant, ils n'ont pas osé venir. Bon, je vais pouvoir y aller. En tout cas, c'est vrai qu'il y a une forme d'opacité. Et ça pose des questions, parce que c'est vrai que le statut naturel qu'on attendrait, ce serait sans doute celui d'agent de mannequin, parce que quand on parle d'un influenceur, je vais faire un petit rappel juridique, c'est que le mannequin, quand on regarde dans le code du travail, on a deux dispositions qui nous disent, la première, que quand on exerce,
j'apprends le texte, est considéré comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel, toute personne qui présente au public directement ou indirectement, par reproduction de son image, un produit ou un service, ou bien pose comme modèle. Première condition, donc ça recouvre à peu près tous les influenceurs auxquels on peut penser. Dès qu'on prête son image, même de manière occasionnelle, pour une marque, même si voilà, on est un mannequin. Et puis la deuxième disposition nous dit que tout contrat par lequel on s'adjoint le service d'un mannequin, c'est présumé être un contrat de travail. Donc, on pourrait imaginer que dans beaucoup de situations, sauf le cas de l'artiste-interprète par exemple, et c'est aussi un contrat de travail, on serait dans le cas d'un mannequin, et donc naturellement que les agences de mannequins auraient un rôle à jouer dans la représentation des talents. Et c'est vrai qu'en plus, ça a quelque chose d'assez rassurant, parce que les agences de mannequins, elles disposent pour pouvoir exercer, doivent disposer d'un agrément qui est donné par l'État, et pour les mineurs d'ailleurs, la préfecture fait un gros travail d'enquête, il y a un agrément spécial. Elles doivent justifier d'une surface financière et de faire un dépôt financier en cas de défaillance pour pouvoir être une garantie si les salaires ne sont pas payés, etc. Donc ça c'est important. Et puis il y a une commission qui est fixée par la loi qui est certes élevée mais qui est de 20%. Mais il y a un cadre qui est très professionnel et très circonscrit. Donc on pourrait imaginer que les agents de mannequins seraient au premier rang des pourvoyeurs de talents. Or, j'ai pas tellement l'impression que ce soit le cas. Elles n'ont pas trop joué. Pas du tout aussi, parce que les influenceurs ne prêtent pas que leur image, on les prend aussi parce qu'ils vont produire du contenu. Alors, à partir du moment où on produit du contenu, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas non plus mannequin. Et c'est vrai que nous, en tant que juristes, on a cette difficulté pour faire tomber la présomption. Donc, c'est vrai qu'on peut aussi se poser la question, mais c'est vrai que naturellement, ce que je veux dire, c'est qu'elles auraient pu jouer un rôle, elles ne l'ont pas joué, et toutes les entreprises ou toutes les personnes qui se sont mises à représenter des influenceurs ont plutôt endossé un autre statut juridique qui est celui des agents d'artistes du spectacle. Puisque là, pour le coup, il n'y a plus de cadre. Et le cadre est tombé en 2010, 2005, 2015. Il n'y a plus de registre, il n'y a plus d'agrément, il n'y a pas de surface financière. Donc là, on est dans un cadre très flou, dans lequel tout le monde peut dire dès demain, moi je suis agent du spectacle, agent d'artiste du spectacle, mais ça pose une difficulté. Normalement, c'est réservé à des gens qui représentent des artistes du spectacle. Est-ce qu'un influenceur est dans tous les cas un artiste du spectacle? C'est pas sûr. Et la jurisprudence a déjà dit que si on représentait quelqu'un qui n'avait pas de lien avec le spectacle, eh bien, on ne pouvait pas l'être. Et puis c'est un cadre qui est donc très light, mais qui ne permet une rémunération qui est, la série le dit, 10%. La série, son nom vient de là, parce que 10% c'est le cadre qui est fixé. Et si on dépasse ces 10%, hors un cas très particulier, c'est une infraction pénale. Donc, et pour autant, ce que je vois aujourd'hui, c'est des agences qui disparaissent, sans aucune sécurité. C'est pour ça que je veux qu'on parle de ça. Surtout l'agent d'artiste, il est mandataire pour l'artiste qu'il représente, ce qui, parfois, on s'en rend compte, n'est pas forcément le cas des agents d'influenceurs ou talent managers qui ne sont pas mandataires. Ils sont presque finalement comme des commerciaux. Ils ont un portefeuille de talents, ils nous les présentent, et finalement après quand on contractualise directement avec l'influenceur. Donc parfois il y a certains agents qui ont une société et qui sont vraiment mandataires, et c'est très très rare. Et c'est vrai que le problème, moi, que j'identifie, qui est un vrai problème, c'est le manque de transparence sur le pourcentage qu'ils prennent sur la prestation. Parce qu'effectivement, la négociation se passe avec eux, on rentre en contact avec l'influenceur que sur la partie création de contenu, et parfois on n'a pas du tout, donc il y en a, on ne va pas tous les mettre dans le même panier, mais il y en a certains qui ont une transparence, et on va pouvoir nous-mêmes, auprès des clients, justifier la marge et le cachet que prend réellement l'influenceur. Ça nous permet aussi d'être plus agile sur les bilans, où on va pouvoir avoir des métriques un peu médias pour les influenceurs, le CPE, le CPM, qu'on ne peut pas avoir si on n'a pas la réelle valeur du cachet de l'influenceur. Et c'est vrai que c'est très flou.
Il y a ces agents qui sont un peu indépendants. Il y a aussi de plus en plus d'agences qui ont commencé en représentant des profils, mais qui finalement sont aussi agences conseil et créa. Donc par exemple, si vous les contactez, ils peuvent vous proposer un profil. Est-ce qu'ils vous le proposent parce qu'ils le représentent? Donc c'est encore plus de marge. Il y a des casquettes multiples en fait. C'est ça, oui, ils vous le proposent parce que ça correspond vraiment à l'attente. C'est très très flou, il n'y a pas vraiment de statut. Donc c'est toujours un peu compliqué et en même temps, on ne peut pas faire autrement. On est obligé de passer par eux parce que certains représentent des gros profils ou des profils un peu plus intéressants. Il y en a qui sont spécialisés dans le gaming, dans plusieurs sujets. Donc on est obligé de faire appel à eux. Mais en même temps, ça pose certains problèmes parfois parce qu'on a un gros manque de transparence, notamment sur la rémunération. Alors le plus important, c'est effectivement la rémunération, mais est-ce que vous êtes arrivé de temps en temps d'avoir des défaillances Oui, sur des contrats notamment, parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui se disent agents, mais qui n'ont pas, comme un agent d'artiste ou représentant de mannequin, tout l'aspect juridique. Ils ne savent pas relire des contrats, et nous, on a un service juridique assez étoffé. Donc c'est des contrats qui sont, même moi, parfois, j'ai du mal à les comprendre, sur certaines parties, bien sûr. Donc parfois, on est face à des personnes qui ne comprennent pas, en fait, ce qu'ils vont signer ou conseiller. Et c'est là où on voit les limites de l'exercice. En fait, il y a une variété énorme d'agents d'influenceurs. Il y a des agents d'influenceurs qui peuvent devenir des agences conseils, des agences conseils qui peuvent se mettre à être agents d'influenceurs, aussi des agents d'influenceurs qui sont finalement le petit frère de l'influenceur lui-même. Oui, c'est ça. Il y a souvent ce lien de confiance qui existe entre l'influenceur qui a aussi envie de confier ses affaires à quelqu'un d'assez proche, dont on l'a vu dans certains cas. Mais dans cette multiplicité des casquettes, comme je disais tout à l'heure, il y a aussi un phénomène assez particulier dont on a parlé quand on a préparé ce petit déjeuner, c'est les régies publicitaires qui deviennent aussi représentantes de talent, donc agents d'influenceurs. Qui se sont spécialisés, et donc on en connaît plein que je ne citerai pas là, mais qui se spécialisent et qui sont... à la fois on leur achète de l'espace et on achète aussi de l'espace dans les réseaux sociaux des influenceurs. Et voilà, ils sont à la fois régie publicitaire, agence parfois créative et conseil et représentants de talent. Alors après, les régies, elles sont un peu plus transparentes, je trouve, il y a le côté, ils sont vraiment mandataires des profils qu'ils représentent, donc il y a un cadre qui est beaucoup plus... Il y a la loi Sapin qui est sur la transparence qui est passée par là, qui les a un peu dressés à la transparence. Donc c'est toujours plus facile de travailler quand même avec des régies, même si parfois on se dit, est-ce qu'on nous propose ce profil pour les bonnes raisons? Après, on arrive souvent avec une idée, donc on va plutôt les chercher. Et là, il n'y a aucun problème. Mais là, c'est peut-être un autre phénomène où on n'est plus dans de l'absence de professionnalisme, mais on est dans le mélange des professions. Et même vous-même, Rich, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous faites aussi pas mal plusieurs activités qui de temps en temps s'entrecroisent, même si vous ne proposez pas des talents. Vous faites du contenu, vous faites du conseil. Il y a peut-être aussi à repenser des modèles qui sont... C'est vrai qu'être agent d'influenceur, c'est représenter le talent. Et donc l'intérêt principal, c'est l'intérêt de l'influenceur. Quand être agence, c'est avant tout défendre l'intérêt de la marque. Exactement. Et du coup, il y a conflit d'intérêt. Totalement. Et donc c'est vrai qu'un agent d'influenceur qui est aussi agence, c'est problématique. D'accord. Oui, il y en a de plus en plus. Et ça, c'est des sujets qui devraient peut-être être évoqués au sein d'associations comme l'ACC. Normalement, l'ACC devrait être là, mais nous suivra peut-être en replay. Mais c'est vrai que c'est des sujets qui devraient être étudiés et effectivement trouver des solutions parce que ça peut aboutir à des situations problématiques. Absolument. Définir vraiment ces cadres-là. Enfin, on ne fait que parler de cadres, mais ils sont importants. Oui, tout à fait. C'est raison. Tout à fait. Ok. Merci beaucoup, Émilie. Dans la salle, des témoignages. J'avais une question. Vous parlez du coût de la certification. Je peux avoir une idée de ce que ça représente pour justement... La certification RPP, non? Le certificat. Oui, c'est 49 €. Les frais d'inscription, c'est 49 €. Très raisonnable. L'inscription. Et deuxième question, vous disiez qu'à 75%, il fallait avoir 75% à l'examen national. Quel est le taux de réussite des influenceurs qui font l'information? Alors, il y a un quart qui échoue. Un quart échoue. Un quart échoue à l'examen. Mais ils peuvent le repasser, c'est ça aussi. Ils peuvent le repasser. Et souvent ils échouent parce qu'on le voit en fait sur la plateforme d'e-learning où la
plateforme de learning, c'est sur 360 Learning, qui est un des leaders du secteur. Ils passent trop rapidement sur la formation. Oui, c'est ça. Ils ne prennent pas le temps vraiment de se poser sur un desktop, vraiment avec un écran. Et au moins 2 heures, c'est ça, on cherchait à l'obtenir en 8 minutes. Donc ils ont passé vraiment en revue. Évidemment, bien sûr, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Non, vraiment. D'autres questions ou témoignages peut-être sur ce qu'on vient de voir là, sur le côté absence de professionnalisation de certaines agences d'influenceurs ou intermédiaires. Oui, moi, effectivement, Barbara Descamps. On a plusieurs agences qui utilisent des influenceurs. Et c'est vrai que dans les discussions qu'on a avec les agents d'influenceurs, sur la transparence sur leur lien, s'ils sont mandataires ou pas des influenceurs, c'est un peu compliqué d'avoir des informations. Et moi, le danger essentiel que je vois, c'est que si on ne connaît pas le lien entre l'influenceur et la personne qui le représente, effectivement, comme tu disais avec les agences de mannequins, c'est clair, il y a un mandat. Moi, j'essaie d'exiger que l'influenceur signe le contrat, que le contrat soit tripartite, mais effectivement, certaines agences refusent parce que l'influenceur va voir le montant de la rémunération versée par l'agence au client et ce qui lui revient. C'est vrai que quand il y a du contenu et une session de droit d'auteur, je ne suis absolument pas garantie que l'agence est titulaire des droits d'auteur de l'influenceur, par exemple, ou titulaire de son droit à l'image, si jamais on utilise l'image. Ce n'est pas forcément le cas. Mais de toute façon, son contenu il peut être protégé par le droit d'auteur et on ne va avoir aucune garantie. Alors effectivement, même on a beau mettre toutes les garanties qu'on veut dans le contrat vis-à-vis de l'agent d'influenceur, mais dans la vraie vie, donc on va se retourner vers l'agent d'influenceur, il ne sera pas forcément solvable. Ou alors, ça ne s'est jamais produit, mais j'imagine le cas d'un influenceur qui change d'agent et quand on vient de dire, il va nous dire non mais moi je ne vous ai jamais cédé des droits là-dessus, donc on se retrouve contrefacteur avec une agence qui nous a pourtant garanti. C'est vrai que c'est pas très rassurant, mais il y a certains agents qui sont, je ne sais plus, le dernier où c'était un peu longtemps un gros influenceur, quand on a expliqué qu'on voulait absolument que l'influenceur signe le contrat, je l'aurais traité de tous les noms, j'aurais pas fait, j'avais l'impression de les insulter, quoi. Franchement, ah mais non, on fait toujours comme ça. Oui, on a souvent, on fait toujours comme ça et ça va bien se passer. Ça va bien et ça va bien se passer et nous n'en souvenez pas, quoi. C'est vrai, non, mais c'est vrai que le lien. Alors, il y a certaines agences d'influenceurs qui avaient pris leur licence de mannequin à un moment. Il y en a une ou deux, mais elles sont rares. Oui, elles sont rares. Et ce qui est assez curieux, c'est qu'effectivement, les agences de mannequins se soient pas emparées de ça. Oui, c'est étonnant. Parce qu'ils ont quand même, ils ont sur leur plateforme. On a suivi une formation avec Alain la semaine dernière où il y avait justement aux assises de la mode sur le design. sujet. Il y avait une représentante d'agence de mannequins qui, en tout cas, elle se positionnait clairement pour positionner les agences de mannequins comme étant les vrais et les seuls habilités à les représenter. Mais en même temps, ce qui est compliqué avec les agences de mannequins, c'est qu'ils ont un mandat pour le droit à l'image. Mais ils n'ont pas forcément un mandat sur le droit d'auteur, sur le mais bon, à la limite, on a. Non, mais il pourrait créer une sorte de. Oui, c'est ça. Il pourrait créer un département particulier sur la question. En tout cas, depuis qu'on a lancé l'annonce sur qu'on offrait sans certificat, on a énormément d'agences qui nous ont contactés, qui se manifestent. Alors non, pour former leur talent, heureusement. C'est quelque chose qu'ils devraient faire eux-mêmes en fait. Mais c'est ça. On nous le demande beaucoup, énormément. Mais c'est assez. Ah oui, complètement. On en a plein qui se présentent pour le passer. Bon, aujourd'hui, c'est pas possible, c'est exclusivement réservé aux influenceurs, mais il y a une vraie demande de la part des agents. Oui. Tiffany Neveu, Club Med. Bravo. J'ai une petite question. Est-ce qu'en tant qu'agence, du coup, les demandes, c'est beaucoup d'agents. Comment est-ce que vous arrivez à faire en sorte que les agents, du coup, ils ont compris qu'ils avaient une carte à jouer, parce qu'en gros, c'est eux aussi qu'on va clairement pointer du doigt s'ils ne se mettent pas à la page. Mais comment est-ce que vous garantissez, du coup, par derrière, c'est bien l'influenceur comment vous vous positionnez pour être sûr que l'influenceur va vraiment bien passer le certificat? Alors ça, c'est le process mis en place par la RPP avec les coordonnées. Il y a une vérification par SMS. Il y a un engagement déjà qui est pris de la part de l'influenceur. C'est bien lui qui passera le certificat. Et pas, la question s'est déjà posée en fois. On a déjà eu le cas où c'était
C'est une star de la télé-réalité qui a envoyé son avocat passer le certificat. C'est qu'il a eu. Oui, et encore, il a pas eu 100%. Donc il y a cet engagement qui est pris, on se réserve la possibilité de vérifier en direct auprès de l'influenceur, d'avoir un complément en direct, on poserait des questions. C'est pas encore, on n'a pas fait cette vérif encore, mais on se laisse cette possibilité-là. C'est l'une des, on a eu le cas, on a collaboré avec Bon Entendeur, et typiquement Bon Entendeur, ils ont chacun du groupe leur compte Instagram, en tant vraiment que KOL, et il y a le compte Bon Entendeur, et c'est le responsable tournée en fait qui a pas fait le certificat. Donc j'ai demandé à Mohamed de bien noter que c'était en effet Quentin qui l'avait passé, mais qu'on voit aussi que c'était Bon Entendeur, parce que moi j'avais un contrat d'influence avec le compte Bon Entendeur. Mais au final, il y a l'engagement de dire c'est Quentin qui, au day-to-day, poste les contenus, donc il a à dire c'est vraiment lui qui est responsable de ça et pas en effet les personnes du groupe Bon Entendeur. Donc de temps en temps, quand c'est justifié, ça a un intérêt et c'est ok pour nous. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est l'opportunisme de ces agences qui vont dire c'est que 49 €, hein, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Donc c'est facile pour une agence de dire je prends un budget, je le paye à tous mes influenceurs, et puis quand je contacte les annonceurs en mode démarchage commercial, vous inquiétez pas, ils vont passer le certificat, mais au final, l'influenceur, il n'a jamais entendu parler du certificat. La réglementation des bonnes pratiques, les ACO, il ne sait pas. Et on se retrouve avec des stories et à lui demander de mettre en avant la collaboration, mais comment est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, c'est quoi le truc? Comment est-ce qu'on met en avant? Mais c'est quoi? Je ne sais pas ce qu'on parle. On est là, ok, on part de loin. Donc il y a un vrai sujet. Nous, pour le certificat, on l'a imposé parce que clairement, on avait un besoin de nettoyage. On a monté le pôle il y a 3 ans, première année on nettoie, deuxième année on commence à regarder ce qui se passe, et là, troisième année on structure, on professionnalise. On est sur une industrie qui est particulière, on vend des voyages, donc ça veut dire que les dotations sont assez onéreuses. C'est une déclaration d'avantage en nature, c'est des trucs, c'est des conditions. Les 3 quarts des profils avant que j'arrive, que le mec il faisait des OP d'influence comme ça, gratuites, les profils ils partent en vacances, on leur disait vous avez déclaré après l'avantage en nature? Quoi. Il y avait vraiment un sujet, ils étaient pas mal habitués, mais juste personne n'avait l'information, personne n'avait structuré. Là, on impose le certificat, on a 3 niveaux de réponse, ceux qui sont hyper contents de se dire « Ah, c'est cool, on va enfin se professionnaliser, on va enfin arrêter de nous prendre pour des touristes. » Au Club Med, mais voilà. Donc c'est cool, on a des retours. Audrey Lombard, Alison de Tagine Banane, même Margot de Fouchier, mais elles ont appris énormément de choses. Elles m'envoient des screenshots en mode j'ai fait un screenshot parce que vraiment la donnée est importante. On a des profils au milieu qui sont bon, ok, elle nous fait chier avec son certificat, mais on va le passer parce qu'au final on a des super vacances. Et à la fin, par chance, ils sont pas trop cons. Et donc du coup, c'est quand même des cerveaux assez brillants, ils se disent en fait c'est de la bonne intelligence, on n'invente rien. Oui, c'est ça. Les questions, c'est de la bonne intelligence. Il faut juste passer du temps dessus, il ne faut pas passer 9 minutes, il faut passer à minima, je leur dis 1 heure, 1 heure et demie, peut-être les bons élèves s'il vous plaît, voilà. Et on a ceux qui sont en mode non mais moi je veux un certificat, moi ça fait 20 ans que je fais de l'influence, je suis blogueuse, d'où tu vas m'apprendre et t'es qui? On m'a déjà dit, non mais en fait je t'en veux pas à toi Tiffany, j'en veux au Club Med, à ta direction, non mais en fait c'est moi qui l'ai imposé, t'as vraiment vouloir pour le coup. Et en fait si tu veux pas, en fait c'est ok, je vais quand même te payer un café, mais la raison c'est que si demain tu veux continuer de faire joujou dans le marketing d'influence, et que tu te dis être une pro, en fait affiche-le, c'est ok. Si vraiment c'était ok, tu passerais le certificat les yeux fermés. Et apparemment on est sur un petit... Mais c'est important qu'il y ait des acteurs... un petit sujet. Et à l'inverse, on a des gens qui sont d'un autre univers. Je donnais le cas tout à l'heure à Julie, on a une actrice très très connue, donc c'est un agent de célébrité qui m'a appelée, quand je dis actrice très connue, Oscar, etc., qui m'appelle pour partir en vacances et qui veut une réduction. C'est ok, on en a plein. Les demandes entrantes de ceux qui ont largement les moyens de partir en mettre monnaie courante. Normalité pour nous. Les jougasses, les influenceurs, les télé-réalités, etc. Tous les jours. Une quinzaine par semaine, c'est ce qu'on reçoit en ce moment, c'est le revenge travel de la Covid. Et là, typiquement, j'expose en gros la collaboration juste pour une réduction puisqu'on fait quasiment plus de gratuité. On signe une charte et maintenant la charte elle engage à vous devez obtenir votre certificat, vous devez afficher la collaboration, vous devez lier votre compte à notre plateforme pour qu'on puisse avoir vos KPIs et qu'on évite de vous envoyer des WhatsApp pour récupérer des screenshots mais vous ne savez pas de quel screenshot on parle. En mode, on est dans la cour des grands. Et l'agent me rappelle, il me dit on est ok pour tout.
c'est parfait, la destination, ta charte, bon, juste par contre le certificat, non. Alors c'est con parce que c'est le certificat qui m'intéresse. Oui, mais tu te rends compte, machin et actrice, c'est compliqué. Alors justement, elle est actrice, sinon elle reste actrice, qui est son métier. Si elle veut le faire joujou avec son compte Instagram qui apparemment lui permet d'avoir un peu de lifting, des cadeaux et de se faire un plaisir, c'est ok. Chez nous en tout cas, si elle veut venir dans la cour du marketing d'influence, elle respecte la règle de bonne conduite. Quand on est en voiture, on doit avoir une assurance. Enfin, quand je travaille avec un influenceur, si tu montes ta planche, tu es au courant de la réglementation et moi je suis normalement tranquille. On double check et normalement on a la conscience un peu plus légère. Très bien. Est-ce qu'elle l'a fait là? Oui, voilà, c'est ça. Non, du coup, ouais, non, pas de drap, pas de chocolat, il faut passer un certificat, c'est relou, 49 €. C'est compliqué quoi. Et l'agent n'était pas au courant. Mais c'est quoi le certificat? Mais comment ça, des règles de bonne conduite? Enfin, une story. Genre, pardon, allô, une story. Ça part de loin, quoi. C'est des milieux. C'est pour ça qu'il y a l'agent de profil influenceur et les agents de métiers qui ne sont pas à la base des influenceurs. Enfin, un mannequin n'est pas influenceur à la base. Hein. Il a juste sa vitrine aujourd'hui qui est sur Instagram, sauf qu'il se rend compte que les marques le sollicitent et c'est ok. Mais dans ce cas-là, c'est peut-être à eux de se dire mon agent, il dit bon. Pour le mannequinat, peut-être que j'en prenne un autre ou que je lui demande de se former sur ce nouveau modèle. Et la régulation passera beaucoup par le fait que de plus en plus d'acteurs, que ce soit des annonceurs, des agences, rendent obligatoire le certificat. Il y a beaucoup d'annonceurs qui l'imposent. On parlait des agences qui l'imposent, mais il y a beaucoup d'annonceurs qui... C'est encore neuf. Est-ce que le DM il y a associé oui, alors Lyon des marques s'est mobilisé sur le certificat auprès de l'État. Forcément, on l'a présenté à plusieurs reprises. Il y a des annonceurs qui se positionnent aussi, qui emboîtent le pas, notamment dans le secteur des cosmétiques. Mais bon, il est un peu trop tôt pour en parler, donc il n'y a pas d'annonce officielle, mais il y a une intégration dans les contrats qui se fait chez certains annonceurs. Et ils attendent de voir un peu quel est l'effet, quel est l'impact, parce que ça peut être aussi... Plus il y aura de communication dessus, plus ça va faire. C'est vraiment le collectif qui fera que. Mais on sent vraiment qu'il y a un appel d'air en fait. Oui, complètement. Il y a un vrai besoin. Il y a un besoin en fait, vraiment de. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on passe d'une époque où. Alors là, je mets un peu les pieds dans le plat, mais où il y a beaucoup d'annonceurs qui ont profité au début de l'influence marketing du fait qu'on était sur un nouveau canal qui permettait de faire de la publicité sans que le consommateur s'aperçoive que c'est de la publicité. Donc on a joué un peu sur l'absence de transparence en disant on y va. Et donc il y a des gens qui sont des influenceurs qui ont trouvé ça aussi très bien. Et maintenant on est en train de passer carrément de l'autre côté, ce qui est une bonne chose. Sur un modèle dans lequel à la fois il y a de la transparence, mais à la fois il y a de la professionnalisation on veut avoir affaire à des gens qui ne sont pas des sources de problématiques pour nous, et ça fait le lien avec la troisième partie, qui est ce qu'il faut professionnaliser la relation entre on va dire l'annonceur ou l'agence de communication et l'influenceur, et ce qu'il faut lui trouver aussi un cadre, parce que c'est aussi l'occasion d'avoir des choses qui nous retombent dessus une fois que la campagne est diffusée. Donc sur cette troisième partie, je voulais d'abord donner la parole à Anne Laporte, qui est avocate et qui fait partie de notre équipe Taoma Influence. Juste avant de te donner la parole, je voudrais juste rappeler que tout à l'heure je disais le monde de la publicité, il y a ces deux piliers dont je parlais. On pourrait même en donner un autre. Moi je me souviens que il y a une époque, mais je pense que c'est quand même pas mal resté, il y a une époque où dans la pub, on ne faisait pas de contrat. Barbara, que je connais depuis longtemps, tu te souviens, il n'y avait même pas de contrat agence-annonceur. De temps en temps, il y a pas mal de jurisprudence sur le fait de qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de contrat entre une agence et son annonceur. C'est quand même un domaine dans lequel, assez souvent, il n'existe pas de contrat, et où il n'existait pas de contrat. C'était une tendance qu'on retrouvait. Ensuite, on a réussi à instaurer la mise en place de contrats à chaque fois qu'on fait quelque chose. Et là, dans le début de l'influence marketing, il y a des situations. Alors, je sais que là, on est une assemblée de gens très éduqués sur la question juridique, et où vous avez des services juridiques qui vous ont assez vite incité à, tu le disais tout à l'heure, Émilie, à conclure très vite des contrats. Mais je pense que l'influence marketing, c'est aussi très souvent des espaces dans lesquels
on envoie un devis, un mail, tu peux me faire ci, et puis finalement il n'y a pas de vrai contrat avec des clauses charpentées. Donc c'est un domaine dans lequel il faut faire attention, parce que on va voir dans cette partie du débat qu'il y a un vrai impératif et il y a des vrais dangers, surtout pour les utilisateurs d'influenceurs. Nous, parfois même, on a un contrat, mais manifestement, si il est signé, mais l'influenceur, en fait, un contrat, ça ne perturbe pas plus que ça. Il doit faire 5 fautes, non, j'en fais 3. Ah bon, mais non, mais tu t'es engagé à en faire 5. Oui, mais non, mais là, ça ne plaît pas à ma communauté, donc je vais arrêter. Oui, mais alors comment te dire, c'est quand même écrit dans le contrat? Oui, vous n'allez pas au contentieux pour non, on va pas aller au contentieux, parce qu'ensuite, il y a quand même un vrai danger sur les réseaux sociaux. Ça va être catastrophique pour l'annonceur, donc l'annonceur est bien gentil. Bon, d'accord, il nous rembourse quand même un peu. Ah oui, il nous rembourse, pas de souci, mais je ne ferai pas votre D'accord. Non, mais c'est pour ça, même quand il y a un contrat, et là c'était sur des contrats en direct avec les influenceurs, donc au moins on avait un lien direct avec l'influenceur, mais ça fait un petit peu pas plus que ça qui oui, encore une fois, on a affaire. Oui, souvent le contrat n'est pas lu. En fait, ça prouve l'importance de la sensibilisation de l'influenceur à l'engagement qu'il prend en signant le contrat. Et puis après, le contrat ne va pas éviter tous les risques, mais ça va les limiter. Exactement. Donc je voudrais que Anne, s'il te plaît, tu nous parles des freins. En fait, qu'est-ce qui fait que dans certaines situations, on ne conclut pas un contrat, ou pourquoi c'est difficile en fait de conclure un contrat avec un influenceur? Pourquoi c'est difficile? Parce que je pense que c'est ce qu'on dit depuis le départ, que les gens ne sont pas professionnels et que c'est pas un réflexe. Et nous, en tout cas, la pratique qu'on a chez Taoma, c'est que quand on est saisi pour faire un contrat, on est souvent saisi au dernier moment en urgence. Non, mais ce que veut dire Anne, c'est un peu plus en urgence que d'habitude. Il faut tourner le contenu demain, on est d'accord sur tout, rédiger le contrat à 18h pour le tournage le vendredi à midi. Du coup, ça implique d'avoir quand même une certaine culture juridique de l'influence, parce qu'il faut rédiger un contrat un peu rapidement. Et du coup, en fait, moi je pense qu'il y a deux types d'influenceurs. Il y a les influenceurs effectivement qui se sont pas forcément très engagés par le contrat, donc qui estiment sans modifier une virgule parce que de toute façon ils savent pas ce qu'il y a dedans et ils s'en fichent. Mais il y a les influenceurs qui essayent de comprendre, mais effectivement c'est un langage qui peut parfois être compliqué à comprendre, c'est un langage juridique, donc on essaye de vulgariser au plus sans pour autant perdre l'importance juridique et la teneur juridique, mais on essaye de vulgariser au plus, et du coup les gens ne comprennent pas. Et moi plusieurs fois j'ai négocié au téléphone, ce qui est un peu gênant d'ailleurs parce qu'on représente l'annonceur, mais on a l'influenceur au téléphone qui nous demande d'expliquer ce qu'on dit dans le contrat, et généralement c'est qu'en fait ils ne comprennent pas, et quand on leur explique, et finalement, une fois que ça paraît, ils savent à quoi ils s'engagent et ils sont d'accord. Mais je pense qu'il y a vraiment deux types. Il y a quand même les gens qui essayent de faire au mieux et de comprendre et qui n'y arrivent pas. Et en gros, les deux écueils sont l'urgence et le manque de professionnalisme. Ou parfois on arrive après la bataille, on arrive après l'opération. L'opération a eu lieu et il faut régulariser. Mais c'est vrai que ce que dit Anne est important. Nous, on s'est formé chez Taoma, mais comme beaucoup, à ce qu'on appelle le legal design, à faire en sorte qu'on arrive à faire aussi des contrats qui sont compréhensibles par n'importe qui, à dire qu'est-ce que c'est qu'une cession de droit, qu'est-ce que vous allez signer là, etc. Il faut qu'on soit extrêmement didactique et pédagogue, et donc il faut que dans vos services juridiques ou chez vos conseils, vous recherchiez d'avoir des matrices déjà prêtes, très simples, très faciles, éviter le langage trop juridique qui va perdre, parce qu'en fait, on va attendre que ces influenceurs soient professionnels, mais en attendant, il faut faire en sorte que ça soit fluide et que ça se passe. Donc voilà on a, nous, un nouveau phénomène de plus en plus sur les agents, j'y reviens rapidement, où on nous demande une ligne dans le devis de relecture du contrat. Depuis quelque temps, il faut les payer pour lire, et c'est parfois en pourcentage du cachet de l'influence. C'est logique. Et c'est un phénomène. J'ai de plus en plus ces retours des agents en ce moment. D'accord. Et c'est pas inclus dans leur commission? Normalement, si on est mandataire, ça fait partie. Donc finalement, leur commission, c'est une mise en relation. C'est des raisons principales de leur. C'est ça, mais c'est vraiment. Ça fait 4 ou 5 fois qu'on. Et c'est pas négociable. Si, on arrive toujours à dire. On marche sur la tête. Ce qui est bien quand le marché est dérégulé, c'est que tout est négociable. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que disait juste un rapport de force. On était la semaine dernière, parce qu'il y avait une influenceuse dans le panel, May Berthelot, qui disait qu'elle-même, en tant qu'influenceuse, comme à la base elle est juriste, elle demandait des contrats et très souvent on ne lui en proposait pas.
Et on lui disait, si tu veux un contrat, soit tu le rédiges, soit tu le payes toi-même. Et ça nous a pas mal étonné parce que je pense que la question de l'influenceur qui demande lui-même un contrat, ça doit être c'est assez rarissime, je pense. Mais si en plus, quand ils le demandent, on leur dit, il faut que tu payes, je pense que ça arrive. Voilà. C'est étonnant. Donc elle, comme elle sait qu'en plus elle est juriste en intellectuelle, elle arrive à se rédiger ses contrats quand on ne leur propose pas, mais c'est assez particulier, oui. Donc, pourquoi penser contrat pour plusieurs choses. Julie, Marc, je vais vous passer la parole parce que chez Rich, cette fameuse étude qui est très suivie par les professionnels s'est penchée, je crois l'année dernière, mais aussi cette année, sur la question de est-ce que les annonceurs ou les agences qui les représentent pensent à faire signer un contrat aux influenceurs, et les résultats étaient un peu inquiétants quand même. Il y a plus de la moitié des annonceurs qui ne le mettent pas dans les top 3 des critères dans leurs échanges avec les influenceurs. Donc oui, effectivement, c'est pas que c'est inquiétant, mais c'est qu'en tout cas, on a encore du travail à faire. Et oui, à la question est-ce qu'il faut professionnaliser la relation entre un utilisateur d'influenceur et un influenceur, la réponse est oui, évidemment. Pour prendre l'exemple de Rich, nous on le fait depuis le jour 1, et donc le jour 1 c'était quoi? C'était en 2016. Je peux vous dire qu'en 2016, aller dire qu'on devait faire des contrats entre les influenceurs et les marques, c'était pas évident. Alors déjà qu'aujourd'hui, je veux dire, maintenant c'est devenu un peu plus monnaie courante, mais il y a 6 ans, c'était vraiment extrêmement rare. Les bénéfices, du coup, sont nombreux au fait de faire un contrat. Il y a d'abord le fait que dans influence marketing, nous, on dit souvent qu'il y a le mot marketing. Donc, il y a effectivement une espèce les marchés de relations presse et d'influence marketing sont proches, mais ce ne sont pas les mêmes. Et donc, travailler avec un influenceur, c'est pas la même chose que travailler avec un journaliste dans le cadre des relations presse. Et donc, comme l'influence marketing, on a envie dans le levier de l'influence marketing, on a envie d'assurer, en tout cas en tant qu'agence, on a envie d'assurer la performance et la réussite de l'opération. Le fait de mettre en place un contrat entre l'influenceur et la marque va permettre de garantir ces résultats, notamment parce qu'on peut driver les contenus en faisant un contrat, on peut garantir des livrables, donc lui demander tel et tel type de contenu. Alors effectivement, comme le disait Barbara Desforges, c'est vrai qu'il peut y avoir des influenceurs qui ne sont pas sensibilisés à ça et qui finalement signent le contrat et à la fin ne le respectent pas. Malgré tout, ça limite quand même beaucoup le risque. Et puis ensuite, il y a un argument qui est un bénéfice qui est hyper fort, c'est la cession de droit. En fait, de plus en plus, nous on prône le fait de capitaliser sur les contenus des influenceurs qui sont créés, c'est-à-dire que l'influenceur va créer son contenu sur Instagram, ensuite qu'est-ce qu'on fait de ce contenu? Il a été créé, donc est-ce qu'on le réutilise dans la newsletter, est-ce qu'on le réutilise sur le site internet? Et tout ça, si c'est pas cadré par une cession de droit, en fait on a tout simplement pas le droit. Pareil sur l'amplification. L'amplification, c'est le fait de sponsoriser les contenus des influenceurs en leur nom. Cette sponsorisation, elle est de plus en plus, c'est une pratique qui est de plus en plus courante. Mais si ce n'est pas cadré dans le contrat, en soi, l'influenceur peut se retourner contre nous parce qu'on a décidé d'amplifier son contenu sans son consentement. Donc déjà, c'est effectivement des arguments qui sont phares dans le fait de contractualiser avec l'influenceur. Tout à fait. On peut aussi penser, toujours dans ce souci pédagogique, ou en tout cas de contraintes qu'on peut mettre à la charge de l'influenceur, à toutes les questions d'image. On en parlait tout à l'heure, Julie, entre nous. C'est vrai qu'il y a de grands risques sur l'image de l'entreprise lorsqu'on utilise un influenceur, et il est bon dans un contrat de pouvoir rappeler ce que l'influenceur doit s'empêcher de faire. Alors, même si souvent c'est des pétitions de principe, ça peut être un bon moyen de lui faire prendre conscience que quand il prend la parole, à partir du moment où il est associé à une marque, et s'il prend la parole par ailleurs, ça peut rejaillir sur la marque. Je vous donne 2 exemples parmi tant d'autres, et vous en avez sans doute en tête. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette mésaventure qui concernait Logan Paul, qui est un YouTuber qui est arrivé en 2018, ça remonte un petit peu. C'était un YouTuber qui a quand même 15 millions de followers,
et il avait eu cette délicieuse idée de se filmer dans une forêt japonaise à côté d'un cadavre d'une personne qui venait de se pendre. Et comme une sorte d'ado, il avait, j'ai pas vu la vidéo parce que j'ai pas trop envie de la voir, mais apparemment il avait des remarques assez sarcastiques, il se marrait, il se moquait du type qui était pendu à côté de lui. Il a mis cette vidéo sur YouTube qui a été immédiatement suivie quand même par 6 millions de personnes en 24 heures. Puis elle a été retirée parce qu'il y a eu une sorte de levée de bouclier, on imagine pourquoi. Donc déjà sur l'image de Logan Paul c'était pas terrible, mais c'était pas terminé parce qu'en fait Logan Paul, pour essayer de réparer les choses et pour essayer d'arranger son image qui était cornée, il a fait une vidéo d'excuses, mais il a eu la délicatesse de monétiser cette vidéo d'excuses et de percevoir au passage pas mal d'argent. Bon, alors autant dire que sur son image c'était assez dévastateur, mais sur les marques qui le suivaient, il y en avait beaucoup, c'était aussi assez catastrophique. Donc ça c'est un cas relativement extrême d'une sorte d'électron libre qu'on peut avoir du mal à gérer, mais je ne sais pas si vous avez en tête, c'est l'autre exemple que je voulais vous donner, Thibaut InShape, ce youtubeur qui fait des vidéos de sport et de musculation, pour lequel il y a plusieurs posts qu'il avait émis qui étaient islamophobes, homophobes, racistes, etc., qui sont ressortis, qu'il a essayé de dissimuler par des mensonges, etc. C'était presque encore pire. Bon, le problème c'est que ça rejaillit sur tous les organismes pour lesquels il était influenceur, qui étaient l'armée, la gendarmerie, le gouvernement. En fait, voilà. Donc c'était quelque chose un peu en cascade. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas forcément éviter ce genre de choses, mais comme pour les contrats d'égérie, il est quand même judicieux de penser que quand on fait appel à un influenceur, il est bon de lui rappeler qu'il s'interdit tout comportement homophobe, toute prise de parole homophobe, raciste, polémique, politique, etc. Et on peut faire une liste en fonction des éléments. Alors ce sera bien sûr jamais exhaustif, mais c'est une prudence. C'est une pétition de principe et c'est quelque chose qui est important parce que quand vous faites appel à un influenceur, et donc vous faites appel à des influenceurs qui ne sont pas des professionnels, vous avez ces petites bombes à retardement qui peuvent un jour exploser et ça peut être très préjudiciable. C'est une ligne de conduite à tenir. Exactement, voilà, exactement. Et l'autre point que je voulais moi souligner, c'est sur les risques juridiques. J'ai l'impression d'être un vieux de la vieille, et j'en suis un, mais à l'époque de la publicité classique, ça reposait sur l'agence de publicité, l'agence de communication, qui était un socle sur lequel tout s'est un peu bâti, et l'agence de pub, on met à sa charge une obligation, même s'il n'y a pas de contrat, et c'est la jurisprudence qui l'impose, même s'il n'y a pas de contrat, c'est un professionnel qui a l'obligation de résultat. Pour ceux qui ne sont pas juristes, ça veut dire que c'est une obligation automatique de vérifier que ce qui est contenu dans la publicité est conforme à la réglementation, ne viole pas les droits des tiers, donc on ne fait pas de contrefaçon de marque, on ne fait pas de contrefaçon de droit d'auteur, on n'utilise pas un objet qui est protégé par un droit d'auteur, on n'utilise pas une musique qui est protégée par un droit d'auteur. Donc tous ces éléments-là, ça, c'est une responsabilité qui naturellement pèse sur l'agence de publicité. Lorsqu'on est dans le contexte de l'influence marketing, ça ne pèse pas automatiquement sur l'influenceur. Donc l'influenceur qui va se mettre en fond sonore une musique dont il n'a pas négocié les droits, il n'a pas le droit. Donc si vous relikez sa publicité, vous êtes un peu complice de la contrefaçon qu'il est en train de commettre. Si votre marque est associée aussi, on peut l'imaginer. S'il y a une marque qui apparaît, s'il y a un accessoire, Barbara, tu en sais quelque chose, que tu as souvent ce genre de problématique dans la publicité dite classique. S'il y a un accessoire qui est protégé par du droit d'auteur, ça peut être une problématique. Il n'y a pas cette responsabilité donc automatique sur l'influenceur. Peut-être qu'il aura une responsabilité, une obligation dite de moyens, mais finalement les choses vont remonter vers qui? Vers l'agence de publicité qui l'a utilisé. Et donc ça c'est quelque chose qui va peser sur vous. Donc sans contrat, c'est sûr que, mais s'il y a un contrat, au moins vous avez des éléments, vous vous protégez. Enfin, encore une fois, et c'est le but de ce débat, c'est de faire aussi de la pédagogie. C'est aussi un moyen de lui dire attention, on a ce contrat, vous allez vérifier les marques, le droit d'auteur, vous ne mettez pas ça en décor, etc. etc. Il y a deux choses. Il y a effectivement la responsabilité vis-à-vis des tiers, donc ça c'est l'utilisation de musique, le fait de prendre en photo quelqu'un qu'on a
pas le droit de prendre. L'image, le droit à l'image. Il y a aussi le respect des lois. Et dans les lois, il y a le travail des enfants. Je sais qu'il y a eu réglementation fin 2020 autour de ça. Il y a la loi Evin. En fait, il y a beaucoup de lois qui doivent être respectées. Et donc le contrat permet à minima de sensibiliser l'influenceur au fait qu'il doit respecter ces règles-là. Ensuite, de protéger aussi la marque ou l'agence qui le contractualise si jamais l'influenceur décide de ne pas les respecter. Absolument. Après, vous avez toujours le risque final que l'influenceur n'ait pas la surface financière une fois que la responsabilité sera engagée. Mais c'est vrai que vous avez un instrument juridique qui vous permet de faire quelque chose ou d'agir. Il y a un autre risque auquel on ne pense pas toujours, c'est le risque fiscal. Et je voudrais redonner la parole un instant à Stéphanie Maury, parce que c'est vrai que quand on paye un influenceur, il faut qu'on s'assure de la manière dont on le paye. Est-ce qu'on le paye correctement vis-à-vis de l'administration fiscale, et comment lui va déclarer, mais comment vous allez déclarer ce paiement. C'est un risque. Donc, si tu veux bien nous dire quelques mots, ou nous donner quelques exemples peut-être qui vont être parlants. Enfin, on en parle souvent entre nous. Alors, encore une fois, plus largement que le risque fiscal, il y a aussi le risque de protection sociale et donc le risque social. Donc, bien sûr, c'est une opération de qualification de la relation contractuelle qui est engagée entre l'annonceur et l'influenceur. Après, il faut aussi prendre en compte la domiciliation fiscale. En fait, le risque fiscal majeur s'entend en ligne de compte à partir du moment où l'influenceur est fiscalement domicilié à l'étranger. À partir de ce moment-là, l'annonceur qui verse des rémunérations à l'étranger est obligé de pratiquer ses retenues fiscales qui pourront être plus ou moins allégées s'il y a l'existence d'une convention fiscale internationale. L'autre chose qu'il faut prendre en compte aussi, et on l'a vu ce matin, c'est la diversité des revenus, c'est-à-dire que sur une même prestation qui peut être versée à quelqu'un, à un influenceur, cela peut relever du droit d'auteur, cela peut relever du droit d'image, ça peut relever potentiellement des prestations d'artiste-interprète. Donc, voir aussi si dans le contrat, si on diversifie les sommes pour les faire, pour les aligner sur différentes prestations, potentiellement elles changeront de qualification. Donc pas la même qualification et donc pas le même traitement fiscal. Et le dernier point aussi, vous avez tous évoqué, c'est la problématique de l'intervention du tiers, ces fameux mandataires, qui parfois se voient verser la totalité des sommes, alors que ces sommes, in fine, vont en partie bénéficier à l'influenceur. Et ça, c'est ce qu'on appelle la théorie du bénéficiaire effectif. C'est-à-dire que l'administration fiscale, comme les URSSAF, vont demander à l'annonceur qui va verser ses rémunérations d'identifier le bénéficiaire effectif, ou en tout état de cause, la fraction des rémunérations qui va bénéficier à l'influenceur pour lui restituer le correct traitement fiscal. Donc si par exemple on a un influenceur qui est fiscalement domicilié à l'étranger, mais un agent qui est fiscalement domicilié en France, ça veut dire qu'il va falloir identifier la fraction des rémunérations versées à l'influenceur et le traiter fiscalement ou en termes de cotisation sociale. Souvent, on ne connaissait pas. Finalement, le montant qu'il a. On ne connaît pas le montant et on ne connaît pas forcément la domiciliation. On l'a vu avec le confinement. Voilà. D'où la problématique de ce mandataire qui intervient. Et ça rejoint aussi la problématique de la cession des droits. C'est-à-dire que le mandataire n'est là que pour représenter. Il peut certes parfois encaisser des sommes dans le cadre du mandat qui lui est donné, mais il faut que normalement la part mandataire et la part influenceur apparaissent pour correctement le traiter fiscalement. Oui, ou alors il faut exiger que l'influenceur soit domicilié. Si l'influenceur signe pas, il faut dire qu'on exige que l'influenceur nous garantisse qu'il est résident fiscal français. Alors même s'il est fiscalement domicilié en France, il y aura quand même aussi une problématique TVA par exemple, parce que si c'est un auteur, si la rémunération qui est versée sur une rémunération sur un auteur, s'il est fiscalement domicilié en France, on est obligé de faire un précompte de cotisation sociale. Et il y a aussi d'autres problématiques, qui est celle de la facture qui va être émise par le mandataire, parce que là cette facture est censée être majorée de la TVA à 20%. Et très simple. Pardon ? C'est très simple. Non, mais alors du coup, il y a une énième conséquence aussi pour l'annonceur qui est celle de la déductibilité de la TVA. En réalité,
Si la totalité de la prestation est facturée par le mandataire, elle est donc facturée à un taux de TVA de 20%, l'administration fiscale peut se demander si la totalité de cette TVA est déductible, dans la mesure où potentiellement la prestation de l'influenceur n'aurait pas dû donner lieu à TVA. Alors on s'était posé ces questions au moment du confinement avec cette migration de pas mal d'influenceurs, pas forcément ceux qui représentent toutes vos activités, mais il y en a beaucoup qui sont partis à Dubaï ou à Bali et qui du coup ont pendant l'année changé leur domiciliation fiscale ou pas. Donc c'est vrai qu'il y a ces difficultés qui font que à partir du moment où on est sur des gens qui sont mobiles, qui partent à certains endroits et qui vous avez cette vraie difficulté de vous calibrer par rapport à leur situation. Donc c'est une nouvelle source de problèmes. Est-ce que vous avez des questions sur ce dernier aspect ou sur tout autre aspect? Oui, alors moi j'avais une question sans doute pour Stéphanie. Par exemple, ça peut arriver, imaginons un influenceur culinaire, il va nous facturer via son restaurant. Est-ce que le restaurant, c'est le blogueur ou ou le pharmacien qui va nous facturer via un influenceur dans le domaine des, je sais pas Michael qui doit pas faire un endroit, mais un pharmacien, via sa société qui est son activité principale, mais qui n'est pas forcément l'activité des influenceurs. Je dirais que ça dépend aussi de la façon dont est rédigé le contrat. C'est-à-dire que si le contrat est conclu avec la société qui exploite le restaurant, qui a le fonds de commerce du restaurant, et que le poste a aussi pour objectif de mettre en valeur le cuisinier dans le cadre de son restaurant, là je pense qu'il y a une cohérence entre d'abord l'activité du restaurant, parce qu'il y a aussi une problématique. Oui, parce qu'on met en avant le restaurant aussi. Voilà. Tu veux dire que l'administration fiscale rentre dans ce détail de savoir si c'est bien le restaurant ou lui qui est en avant Dans la dialectique de dialogue entre l'administration fiscale et un contribuable qui se fait contrôler, on a toujours la possibilité de maintenir le dialogue. En général, l'administration fiscale rectifie pour un motif. Ça peut être soit un acte anormal de gestion, de la gestion d'entreprise qui n'est pas cohérente. Ça peut être aussi une problématique de non-déductibilité de TVA. Et dans ce cas-là, c'est au contribuable d'apporter sur la base d'éléments factuels la réalité de son... le traitement fiscal qu'il a opéré est cohérent. Donc c'est vrai que moi ce que je prône toujours, c'est une cohérence entre facture, contrat et traitement fiscal. C'est-à-dire que dès lors qu'on fait un choix fiscal, parce qu'in fine il ne s'agit que de ça, d'un choix comptable, d'un choix fiscal, il faut que tout simplement tous les éléments contractuels, comptables et juridiques soient cohérents avec cette décision. Donc je pense dans cette hypothèse que si on a un contrat qui est conclu avec la structure qui exploite le restaurant, que le restaurant a bien, la société a bien pour objet l'exploitation du restaurant et que la facture est bien en cohérence avec l'objet du contrat, c'est des éléments à apporter à l'administration. Mais parce que dans la prolongation de l'échange sur la professionnalisation des influenceurs, c'est vrai qu'au début, comme ils n'étaient pas auto-entrepreneurs, ils étaient en société ni rien, ils facturaient effectivement souvent un voie moins, mais ça arrive quand même de voir des factures arriver, des choses qui ne sont pas forcément en lien direct avec le contenu publicité. Sous réserve encore que la facture soit correctement libellée et qu'on obtienne toutes les mentions exigées par le code de commerce. Ça, on y arrive un peu près. Par contre, on peut avoir effectivement des surprises sur le libellé de facturation. Et justement, il ne faut pas hésiter, lorsqu'on reçoit une facture en tant que débiteur de somme, à ne pas hésiter à demander à faire refaire la facture si le libellé ne correspond pas au contrat. La facture, c'est une pièce comptable qui sert effectivement notamment dans le cas d'un contrôle fiscal. Je crois qu'il y avait une question dans le fond. Ouais. J'aurais bien aimé si c'est possible qu'on parle un peu des relations avec les influenceurs, mais quand il y a uniquement des dotations de produits, parce que là on parle beaucoup de contrats, mais au moins dans la grande majorité des cas, s'il n'y a qu'une dotation de produit, il n'y a aucun contrat. Alors peut-être qu'on peut le mettre du coup parce que la dotation est onéreuse, mais quand on est sur des cosmétiques ou même des chaussures à 150 €, évidemment, généralement il n'y a pas de contrat. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que dans la pratique,
souvent les dotations de produits, elles viennent d'agences / bureaux de presse. Donc est-ce qu'on arrive à faire passer ça comme de la relation presse du coup et à éviter d'avoir un partenariat où généralement l'influenceur reçoit sa paire de baskets et si tu aimes bien tes baskets, tu postes, mais no worry, pas d'obligation de... Ouais. C'est ce que tu évoquais au début. Mais disons qu'il y a quand même une obligation, elle est évidemment sous-entendue. Je vais te faire une paire de baskets, donc évidemment tu vas me faire une petite story, sinon tu vas être rayé. Là c'est déguisé. C'est même pas la peine de le dire. Hein. Je pense qu'il y a ce poids. Moi, j'ai vu un reportage sur les avis en ligne des personnes qui reçoivent des quantités de produits pour donner juste des avis en ligne. En fait, bon, c'est un peu de l'influence hein, finalement. Sauf que les personnes n'ont pas une communauté particulière, voilà, une nano-influence. Et les personnes disaient mais je donne jamais d'avis négatifs parce que j'ai peur que la source se tarisse naturellement. On m'a jamais dit, mais je suis sûr que si je commence à donner des avis négatifs, ça va s'arrêter. Donc c'est sûr. Ouais. Peut-être que vous avez terminé, pardon. Pour préciser, c'est vrai que j'entends souvent des annonceurs et ou des agences bureaux de presse que s'il n'y a pas d'obligation, c'est pas un partenariat, il n'y a aucune règle. Donc, mais c'est quand même des avantages en nature et ça peut vite chiffrer, dépasser les 5 000 € par an. Du coup, moi je suis un peu, que ce soit d'un point de vue contractuel, juridique ou fiscal, avec les dotations de produits, je ne sais pas trop comment on gère ça. Je vais bien apporter des éléments de réponse sur la partie transparence. Comme mentionné tout à l'heure, c'est la notion d'engagement réciproque, effectivement. Et si il y a un engagement qui est exigé de la part du créateur de contenu, de l'influenceur, du micro-influenceur, de poster un contenu en échange du cadeau, ben là on entre dans la collaboration commerciale, il doit le mentionner. On le voit via des plateformes type Octoly, Eventy, qui pratiquent la micro-influence. Il n'y a peut-être pas de contrat, mais il y a des conditions générales. Et en souscrivant aux conditions générales, ces utilisateurs en fait prennent l'engagement de poster des contenus. À défaut de contenu posté, ils sont sortis de la plateforme ou d'un certain nombre de sollicitations. C'est vraiment écrit dans les contenus. Mais le fait d'être sorti de la plateforme, si on ne poste pas, ça équivaut à une forme d'engagement en fait, de poster. Et là, il y a une collaboration, de point de vue en tout cas commercial, elle doit être mentionnée aux audiences. Mais le critère, c'est celui des engagements réciproques qui a été adopté par la profession, justement pour distinguer des situations de relations presse. Voilà, mais ensuite, d'un point de vue fiscal, avant que notre fiscaliste réponde, d'un point de vue contractuel, je pense que c'est pas parce qu'on est sur quelque chose d'assez faible qu'il ne faut pas faire un contrat, parce que vous engagez quand même l'image de votre société. Donc vous avez tout intérêt, même si c'est un petit contrat, de prévoir quelque chose. Au moins, il y a une relation contractuelle qui se crée. Donc vous avez quand même intérêt à prévoir certaines choses, de ce qu'on a vu tout à l'heure sur les risques concernant l'image, etc. Bon, c'est vrai que c'est peut-être un peu surdimensionné, mais il y a un vrai contrat qui se crée. Il y a une vraie. Donc si vous avez un contrat qui est prêt et un modèle prêt, vous vous en servez. C'est pas le montant qui est le plus important. Après, d'un point de vue fiscal. Si je peux rebondir, il y a aussi une question autour de la rentabilité d'une opération comme celle-là. On pose souvent la question à nos clients de dire ok, vous avez envie de faire ce qu'on appelle du seeding, donc d'envoyer 150 produits, et sur les 150 produits envoyés, même à faible coût, ça représente quand même une charge importante, vous allez avoir peut-être 30-40 retours, alors que si on décide de contractualiser, non seulement c'est beaucoup plus safe, mais en plus de ça, on garantit le livrable. Et donc on envoie moins de produits, on choisit son influenceur. Enfin, la relation est plus saine en fait quand il y a un contrat. Donc c'est vrai que nous, du côté de chez Rich, le seeding, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas mené ce type d'opération. Je pense que ça reste assez commun peut-être du côté des relations presse, mais chez les influenceurs, c'est quand même de moins en moins courant. Moi, je pensais quand je posais mes questions à des bureaux de presse de type Dresscode, Spira, Communication, le sitting, là, c'est toute la journée. Parce que c'est des RP. C'est des RP, c'est ça. Mais c'est des RP qui envoient des influenceurs. Oui, parce qu'ils ont des pratiques de. Des agences RP qui se sont rendus hybrides. Oui, ça. Parce que du coup, leur métier. Les journalistes reviennent sur Instagram. Mais donc du coup il fallait récupérer la part de marché. Et je rejoins le point. Là il y a un sujet RSE
Il y a de plus en plus, et bien avant la Covid, beaucoup de profils influenceurs qui en fait, là je reçois trop, et je reçois même sans avoir demandé, on ne demande même pas mon avis, c'est-à-dire que je reçois chez moi, il y a un courrier hyper intrusif, il y a des cartons. Donc je préfère en effet le discours de Julie qui est à base de, en fait, mettre 1 euro de plus, finalement c'est plus rentable, parce qu'on garantit en effet la contrepartie, on envoie mieux, plus personnalisé, plus quali, et donc du coup on s'assure d'avoir une contrepartie qui est dans la target. Mais il y a un vrai sujet, c'est que si demain on fait, moi je suis pour qu'on contractualise, mais très clairement ça veut dire que si on le fait, bah, les RP, ça y passe. En fait, c'est si on le fait pour ce type de montant et pour ce type de signing, clairement, mais les RP elles sont en PLS quoi. Enfin, elles tombent au sol et on va dire, bah, nous on est devant, on vous attend. C'est vrai, c'est un vrai sujet. Ouais. Sur l'aspect fiscal, tu peux peut-être dire un mot sur le. L'aspect fiscal, il y a plusieurs enjeux. D'abord pour la société qui envoie les produits, parce qu'il faut bien qu'en comptabilité ça apparaisse, c'est-à-dire que ce sont quand même des éléments qui font partie du stock. Et il faut donc les comptabiliser pour leur réel traitement. Et donc ce qui va forcément impacter, c'est la relation contractuelle qui va exister entre cette société et l'influenceur. Typiquement, si c'est un contrat de travail, ça veut dire que la remise de l'objet constitue un avantage en nature qui doit être déclaré, et qui doit aussi être déclaré du côté de l'annonceur. Après, si c'est une relation avec une prestation de service, là c'est un petit peu différent, puisqu'effectivement c'est un échange qui n'a pas lieu à TVA, donc il n'y a pas de facturation non plus dans l'échange. Mais il va y avoir forcément une contrepartie à un moment ou à un autre pour l'annonceur, notamment s'il monétise les postes qui sont concernés, et ça participe nécessairement de son activité et qui va être génératrice de revenus pour lui. Donc cette pratique s'intègre, quoi qu'il en soit, dans une relation contractuelle, et elle est forcément sujette effectivement à un enregistrement comptable et à un enregistrement fiscal. Mohamed, tu veux pas rajouter dans le certificat un volet fiscalité, non, les règles de bonne conduite, ça veut dire, mais finalement, si on fait la bonne conduite sur son poste, mais qu'en parallèle, niveau fiscalité, on est out, en fait. Il y a un vrai besoin, je pense, qu'il faudrait qu'on fasse un partenariat avec des spécialistes. Là, en fait, etc., ils sont venus sur le marketing d'influence, mais ils connaissent strictement rien pour la plupart. C'est des RP à la base, et ils font du marketing d'influence, mais ils sont en train de faire n'importe quoi sur notre métier. Ouais, et c'est d'une technicité. Mais oui, mais c'est hyper important. Et je pense qu'il faut subir une situation compliquée pour après se motiver à faire. Donc, je vais mettre la raison pour laquelle on a monté le pôle d'influence, etc. Quand je suis arrivée, la première chose qu'on m'a racontée, c'est Tibet, il y a 2 ans. On s'est fait toper en Belgique, on a envoyé un influenceur en gratuité, un peu comme les journalistes, donc en mode. Liberté d'expression, c'est passé sous un quota de gratuité, mais du coup pas de contrat, non, mais pourquoi? Enfin, non, on savait pas, il est parti, gratuité, follower, enfin ok. Sauf qu'en fait, quand il est rentré, il s'est fait toper par le fisc belge, en mode, mais tu n'as pas déclaré un avantage en nature, la dotation dont tu as bénéficié, il s'est retourné contre nous, donc et lui et nous, on a payé l'amende. Pour sûr que c'est le genre de truc qui ne pas moyen. Et donc il y a un sujet de comment ça se passe en France, et si vous êtes au niveau international, après il faut les décortiquer la législation locale, etc. Ils sont obligés de les déclarer, les influenceurs, les cadeaux. Si c'est salarié, oui. C'est-à-dire si la relation est un contrat de travail, ça fait partie effectivement du salaire. Mais s'ils sont salariés, non. S'ils sont salariés, oui. Pardon, s'ils ne sont pas salariés. Alors, ça dépend du montant. Ça dépend vraiment des circonstances, ça dépend de la valeur. Et qui définit? Parce qu'on a eu le cas où on a, pour un client, proposé un service, mais avec, on n'était pas que sur du service à un influenceur. Elle était OK pour faire des postes en contrepartie sans être rémunérée, mais avec un contrat. Et notre service juridique nous a obligés à la rémunérer quand même. Parce que là, sinon, l'administration fiscale est capable de redonner en fait une valeur. Oui, c'est ça. La difficulté, elle est essentiellement là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est sur une valeur d'échange, on est sur un échange de services, il faut prendre en compte la valeur de marché. C'est ça. Donc l'influenceur, et s'il a un contrat de prestation, est obligé de déclarer la valeur du cadeau. Bien sûr, parce que vous l'intégrez en fait dans la valeur de la prestation. À savoir justement comment vous positionnez la prestation. Oui, c'est ça. Après, c'est le curseur.
Okay. Après, du coup, c'est important aussi de le préciser, on va avoir la problématique TVA, c'est-à-dire que si par exemple on considère que le bien est mis à la disposition de l'influenceur dans le cadre de la prestation de service, ce n'est plus forcément un cadeau entre guillemets. Mise à disposition du bien, reste à savoir si le bien est après restitué ou non à l'annonceur ou s'il reste effectivement. Parce que de temps en temps, on a quand même beaucoup de marques qui mettent à disposition un produit pour un temps donné et qui ensuite est restitué. Donc dans ce cas-là, c'est vrai que ça ne fait pas partie de la valeur financière de la prestation. Mais dans ces cas-là, je peux l'inscrire mot pour mot dans le contrat que ça va être restitué, pour préciser une date, une durée, etc. Ok. Ouais, parce que souvent c'est ça, mais l'annonceur ne va pas donner les détails, je prête une télé pour faire les contenus, mais il pourra restituer, mais c'est pas. Et du coup, on a du mal à faire dire à l'annonceur d'avoir des conditions, etc. Et je vous invite même à faire un bon de réception, une trace écrite que le matériel ou le bien a bien été restitué. Ah oui. Ouais, ok. Bien garder une trace. On est OK sur la mise à disposition pour une semaine de vacances pour créer du contenu. Il faut la rendre. J'ai changé le mot gratuité. Rendre la semaine après. En fait, non, mais il y a une valeur. Oui, il y a une valeur, mais en fait, nous, en interne, on avait ce problème-là, et je leur ai dit, mais arrêtez d'appeler ça une gratuité parce que ça posait des problèmes en interne sur les séjours journalistes, etc. Et je leur ai dit, mais moi, en fait, c'est pas la même gratuité. Moi, je mets à disposition le resort pour qu'il fasse sa production. Et là, vous avez des choses. Là, vous avez des choses. Et voilà. Et vous avez une valeur à la prestation de service qui est exactement. Un troc, en fait. Mais on a dû renommer pour que dans la tête des équipes internes, gratuité, ça signifie l'utilisateur ne paye pas, mais il aura un service en contrepartie à la hauteur de la valeur. Voilà, mais donc du coup il y a une problématique TVA. Est-ce qu'il y a déjà eu des cas où l'agence ou l'annonceur a été tenu responsable du fait que l'influenceur n'a pas déclaré correctement les sommes perçues? Est-ce que c'est un risque? C'est un risque, mais est-ce qu'il y a déjà eu des cas jugés ou à ta connaissance? Les influenceurs, c'est un peu compliqué. Non, parce que en France, on est sur une principe de déclaration de l'impôt et que chaque contribuable est responsable de sa déclaration. Après, contractuellement, on peut avoir des clauses, moi j'en ai déjà vu, où effectivement, on peut se retourner contre l'influenceur. Ouais, c'est l'importance de mettre dans le clause. Puis après, il y a aussi beaucoup sur la réalité de la prestation et sur la qualification. Pas d'autres questions? On va clôturer ce débat. On vous remercie, vous trois en particulier, et ceux qui sont intervenus dans la salle et ceux qui étaient là. Je m'aperçois qu'on a bien choisi le sous-titre de notre Taoma Influence, la fabrique du droit de l'influence marketing. Il y a beaucoup de choses à fabriquer. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais je me félicite de ces initiatives, notamment le certificat qui est quelque chose d'important, qui fait prendre conscience qu'il y a un vrai travail de pédagogie à faire. N'hésitez pas à nous revenir vers nous si vous voulez nous confier des questions. On a mis un questionnaire notamment pour avoir vos impressions, mais aussi surtout savoir s'il y a d'autres sujets. Notamment, j'ai l'impression que les questions un peu plus techniques, fiscales, pourraient intéresser. Et donc, n'hésitez pas à nous faire des demandes, suggestions ou des demandes, parce que c'est le premier d'une série d'events, mais on va en faire d'autres régulièrement. Pour aborder ce type de sujet très concret. N'hésitez pas par ce biais-là ou par un autre. À nous contacter. Merci à tous. Merci encore. Merci.